Buongiorno a tutti. Emma Principia, Seligiso eletti fora di Lemigiglu, l'Emma domanda di entre, aspite Madonna 2 minuti e Principie. Buongiorno a tutti. Allora Emma Principia, mancano dorna 2 gruppi qui, mi si barraeli visti fora, se li vogliono entre. Scusate, puede io a Burta, per piacere, puede io a Burta, c'è un rimor. Allora, Emma Principia, con la mozione che è stata votata all'unanimità qui all'Assemblea Igorsica in sostegno a scuola corsa, dunque sono stata mandata da un gruppo per discutere in un brevetto e a lasciare la parola al consigliere esecutivo in carica della lingua corsa per spiegare come si è passato sul negoziato, va da dare tutti i dettagli e poi abbiamo leggere il testo che è stato scritto per rispondere alle domande che è deposto attraverso la mozione. Presidente, consigliere esecutivo, vi do la parola. Vi ringrazio, signora Presidente. Donc, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers de l'Assemblée de Corse, messieurs les membres du Conseil exécutif, donc très brièvement, rappeler que nous étions donc hier à l'état d'une situation de blocage et d'inquiétude, aussi bien en ce qui concerne les conditions de la rentrée 2026 concernant Scolagours que plus généralement l'accompagnement du réseau, notamment par l'État. Cette situation de blocage et d'inquiétude a conduit à une réunion hier en préfecture qui a commencé, vous le savez, à 15h30 et qui s'est tenue initialement en présence des représentants de Scolagours, des 2 préfets de Corse et de Haute-Corse, du recteur de l'Académie de Corse, M. Paolini. Les représentants de Scolagours étaient présents sur site a Ajaccio à travers Giuseppe Podurchini, Pasqua Castellani,
Joël Lemasson et Jean-Pierre Lugiani, et les parents d'élèves étaient essentiellement présents à Bastia. Comme vous le savez, nous avons, à l'initiative de Hyacinthe Vanni, qui présidait hier l'Assemblée de Corse en l'absence de Marie-Antoinette Maupertuis, nous avons pris la décision d'examiner la motion initialement déposée par Fapo Bonsem au soutien de Scola-Gours, non pas en fin de session, mais en début de celle-ci, d'une part pour essayer de créer les conditions d'une unanimité, d'autre part pour qu'elle intervienne dans des délais utiles pour contribuer à la recherche et à la définition d'une solution dans le cadre de la réunion. Donc cette réunion, initialement portée par FAPOB, est devenue celle de l'Assemblée de Corse tout entière. Elle a été votée à l'unanimité et il m'a notamment été donné mandat par le président du Conseil exécutif et par les présidents de groupe pour rejoindre, après le débat sur l'autonomie que nous avons eu, la réunion où était présente déjà Nadine Nivaggioni. J'ai été accompagné en début de réunion par Madame Paul Casanova, qui est restée pendant la première partie de celle-ci. Alors, le cadre étant posé, rappelez que la réunion a commencé à 15h30, que j'y suis arrivé de mémoire aux environs de 17h, et que nous avons été longtemps dans une situation de blocage, dans la mesure où les demandes considérées comme essentielles par Scola-Gours et soutenues par l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif de Corse excédaient le mandat qui avait été donné au préfet de Corse. Et donc, il y avait forcément une situation de blocage. Je précise que sur la forme, malgré cette situation de blocage, l'ensemble des discussions, qui ont duré longtemps, près de 9 heures, se sont déroulées dans un climat bien sûr de respect réciproque, mais également de confiance, puisque malgré le temps perdu au gré de Scola-Gours pour la formalisation de solutions, il n'en reste pas moins que nous savons que le préfet de Corse, Éric Jalon, et le recteur de l'Académie, Rémi Paolini, ont été très engagés et très aidants globalement sur ce dossier. Mais le mandat du préfet étant ce qu'il était, il y avait une situation de blocage. Donc, avec les élus présents, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de contribuer à débloquer la situation, notamment en me situant dans le fil de la motion qui avait été votée à l'unanimité et en prenant comme fil conducteur de mes propositions les 4 premières demandes de l'Assemblée de Corse au gouvernement. Premièrement, mettre en œuvre dans les meilleurs délais la sécurisation juridique du dispositif Scola-Gours avec des engagements fermes dès la réunion d'hier. Deuxièmement, procéder à la contractualisation généralisée des postes nécessaires au fonctionnement de l'enseignement immersif. Troisièmement, formaliser par écrit les contractualisations d'ores et déjà actées afin de permettre à la rentrée 2026 de se dérouler dans les meilleures conditions. Et enfin, garantir la pérennité financière et institutionnelle de l'association dans le respect du droit applicable. Donc ces 4 points qui sont expressément visés dans la motion et qui font l'objet de demandes au gouvernement ont servi d'axe conducteur à la discussion et ont également débouché sur un accord écrit, formalisé entre les participants à la réunion, et un accord écrit qui sera notamment signé sous une forme solennelle par le préfet de Corse, Éric Jalon, au nom de l'État, et par le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Giovanangi, au nom de la collectivité de Corse. Donc, ce document écrit, donc, pour répondre à une demande de l'Assemblée de Corse, document écrit, s'intitule « Des engagements qui sécurisent l'avenir de Scola-Gours », et le texte de ce document est le suivant. La réunion de ce jour, jeudi 25 juin 2026, en préfecture de Corse à Ajaccio, a permis d'acter les engagements suivants. Premièrement, le gouvernement, par la voix de son représentant, et la collectivité de Corse ont confirmé leur engagement commun
de sécuriser durablement le fonctionnement de Scola-Gours, et ce, dès la rentrée 2026-2027. Deuxièmement, concernant cette rentrée, les leviers suivants ont d'ores et déjà été mobilisés. Petit a, la contractualisation de 6 postes supplémentaires qui sera matérialisée dès la fin de cette semaine par la signature des contrats correspondants. Petit b, la sécurisation des conditions de financement de Scola-Gours par la collectivité de Corse dans les meilleures conditions juridiques et financières possibles, pour laquelle une réponse sera apportée sous 8 N. Petit c, les travaux engagés doivent permettre de sécuriser la prochaine rentrée scolaire. Pour le cas où la mobilisation de ces 2 leviers ne serait pas suffisante, l'État et la collectivité s'engagent à activer tout dispositif utile. La collectivité de Corse continuant dans ce cadre à privilégier la voie de la contractualisation généralisée. Troisièmement, la discussion sur la contractualisation a vocation à se poursuivre au-delà de la rentrée 2026-2027 dans le respect de l'équité entre le service public et Scola-Gours, en tenant compte des moyens mobilisés, conformément à l'engagement du Président de la République pour mettre en œuvre un service public de l'enseignement bilingue. Voilà donc le texte de cet accord. J'en synthétise les points essentiels. Accord écrit, premièrement, conforme à la demande de l'Assemblée de Corse. Deuxièmement, une réunion qui débouche sur des engagements fermes. Deuxième demande de l'Assemblée de Corse. Troisièmement, une demande de sécurisation globale de Scola-Gours. C'est le premier paragraphe, puisque le préfet, au nom du gouvernement, a accepté de confirmer que l'État s'engage à sécuriser durablement le fonctionnement de Scola-Gours dès la rentrée 2026-2027, mais également pour les exercices suivants. Troisième point, comment se fait cette sécurisation pour la rentrée? Vous savez qu'il y avait un problème, on attend la validation de la critérisation de ce qui peut être financé par la collectivité de Corse. Plus ça sera important et plus le niveau d'engagement de la collectivité de Corse pourra être haut. Si on arrive à faire entrer dans tous les critères le montant de notre subvention, ça aura 2 conséquences. Premièrement, le préfet se désistera du recours en cours, ce qui était une des demandes. Et deuxièmement, il y aura un rescrit administratif qui garantira pour le présent et pour l'avenir que nous pouvons financer à proportion de ce qui est validé. Si, d'aventure, au terme du travail qui est mené, et dont le travail et dont le résultat doit nous être restitué dans les jours à venir, si l'addition de la contractualisation des 6 postes, plus la somme qu'on peut financer nous, ne parvient pas à couvrir l'intégralité des besoins, le différentiel sera pris en charge par l'État à travers un des dispositifs existants, il y en a notamment 2, soit une contractualisation plus large, soit un dispositif de financement exceptionnel. Donc cet engagement est pris et il permet de dire dès aujourd'hui, notamment aux familles et aux parents qui ont déjà inscrit leurs enfants dans des écoles Scola-Gours ou qui auraient la volonté de le faire, qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. L'ensemble des écoles Scola-Gours seront en mesure d'accueillir l'ensemble des enfants qui le souhaiteront à la rentrée 2026-2027. Dernier point, la discussion continue pour sécuriser totalement et définitivement sur la durée l'ensemble du dispositif à travers notre demande privilégiée qui est celle de la contractualisation généralisée. Donc voilà l'accord qui a été signé. Je crois que c'est un très bon accord. En tout cas, il a été perçu comme tel par les représentants de Scola-Gours et par les parents d'élèves. Je tiens à remercier, pour finir, bien sûr, Scola-Gours pour son engagement constant. Bien sûr, Nadine Ivagione et Paul Casanova, Paul qui a été présent en début de réunion, mais qui après a été vaincu par la fatigue. Une autre réunion, pardon. Donc les élus, et remercier enfin, bien sûr, les représentants de l'État, le préfet de Haute-Corse qui était présente et qui a été tout de suite dans le bain depuis son arrivée, et bien sûr le recteur, et enfin le préfet de Corse qui a été particulièrement à l'écoute et qui a réussi en soirée notamment à faire évoluer son mandat par rapport à ce qu'était son mandat initial pour pouvoir déboucher sur un accord qui est désormais formalisé
écrit et qui n'attend plus que la signature du président du Conseil exécutif et du préfet pour devenir opérationnel. Et je précise, et je termine, que c'est en accord avec le préfet de Corse que l'Assemblée de Corse a eu la primeur de la présentation de ce texte, le préfet de Corse ayant considéré que dès lors que l'Assemblée de Corse avait souhaité s'exprimer à travers une motion votée à l'unanimité, il était normal, à ses yeux, comme je le demandais, comme nous le demandions, que l'Assemblée de Corse soit la première informée du contenu de l'accord. Ringraziabi per tutte queste precisioni. Allora, Emma Bassawa all'ordine di un giorno previsto. Dunque, il primo cartolare 118, scusate, di un regolamento di arreda stradale di collettività di Corsica, ha lasciato la parola al consigliere esecutivo in carica di estrae. Monsieur Acquaio, vi diamo la parola. Vi ringrazio, Presidente, signore Presidente esecutivo, cari consiglieri esecutivi, cari colleghi eletti dell'Assemblea di Corsica. Nous allons donc aborder le règlement de voirie qui est présenté à cette Assemblée de Corse. Je voudrais rappeler, comme c'est indiqué dans le rapport, que la politique routière de la collectivité de Corse est structurée, et elle se structure de plus en plus par des documents cadres stratégiques. Évidemment, le SRIT, qui est annexé au PADU, qui fera l'objet d'évolutions normales dans la révision. Le plan pluriannuel d'investissement, qui était initié en 2017, mais qui était réactualisé, je vous le rappelle, en juillet 25 pour la période 2026-2030. Et qui a permis, cette révision du PPI, du plan pluriannuel d'investissement, qui a permis de rappeler des principes directeurs du Conseil exécutif, de la collectivité en termes d'infrastructure, en cohérence donc avec des orientations qui intègrent de plus en plus les questions de transition énergétique, d'adaptation au changement climatique et de résilience, qui sont les données fortes aujourd'hui, et notamment y compris en termes routiers pour l'Haute-Corse, avec l'amiante, des conditions réelles de la pratique de l'investissement et des programmations d'investissement. Donc ce premier document est un premier jalon de la restructuration stratégique et programmatique. Et puis il y a 3 autres documents cadres de pilotage spécifiques qui suivent ce document. Le plan pluriannuel de maintenance qui est intégré au PPI et qui a été élaboré, qui sera présenté bientôt pour la période 26, 27, 28 devant la Chambre de territoire, devant le comité de massif, devant les maires, les associations de maires, devant les intercommunalités. Ce plan est en train de se dérouler. Il suffit de voir les opérations de maintenance qui ont cours en ce moment même pour la période d'avril à juin et qui continueront pour la période de septembre à novembre sur l'ensemble du territoire. Évidemment, il y a, conformément aux orientations du PPI, une sanctuarisation d'un volume financier qui se décline dans ce plan de maintenance et qui tient compte, ce PPM, de besoins physiques, des équilibres territoriaux. D'ailleurs, la cartographie sera parlante, des niveaux de services associés aussi à la hiérarchisation du réseau routier, puisque nous avions adopté une hiérarchisation du réseau routier dans le PPI. Suivra le schéma, comme on s'était engagé, très attendu, directeur de l'exploitation et de l'entretien, avec des évolutions notables en la matière. Bien sûr, pour clarifier l'intervention en entretien courant et en exploitation des réseaux routiers, avec une identification plus précise du niveau de service attendu. C'est un sujet important, attendu notamment par les territoires, par les maires. Au niveau de la surveillance, du maintien de la viabilité du réseau, des interventions d'urgence, de l'entretien, de la signalisation, de la programmation et puis des logiques de régie ou de prestations externes selon les territoires. Et enfin, sans oublier ce qui est une attente aussi et une volonté aussi de l'Assemblée et une politique du Conseil exécutif légitime, c'est le fait de renommer les routes de la collectivité de Corse, avec une réappropriation linguistique et patrimoniale attendue, une meilleure lisibilité du patrimoine routier, parce que c'est aussi un patrimoine qui irrigue les territoires à travers cette réappropriation linguistique et patrimoniale qui fera l'objet évidemment d'une présentation et d'un débat devant cette Assemblée. Donc là, nous sommes dans le cadre de cette politique de structuration, dans un document cadre spécifique ayant trait à la gestion du domaine public routier. Le domaine public routier, donc, c'est un bien public
La conservation et l'amélioration de ce bien public est quelque chose de fondamental. C'est une préoccupation constante de la collectivité, mais on sait très bien aussi des élus des territoires, donc collectivité en tant que propriétaire et gestionnaire de voirie. Il clarifie, à travers ce gros document, et simplifie les dispositions administratives et techniques qui sont relatives à l'occupation et aux conditions d'intervention sur le réseau routier. Et il fixe les modalités d'exécution des travaux, de remblaiement, de réfection provisoire, de réfection définitive du domaine public routier, notamment avec, évidemment et surtout avec les entreprises de réseau. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de débats contradictoires en termes de coûts, en termes de technicité, en termes de sécurité sur la façon de pouvoir intervenir pour les entreprises de réseau, y compris de temporalité, sur le domaine public routier. Donc ça consacre une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire insulaire afin de mieux conserver ce patrimoine routier, de mieux impulser et de traduire encore ce qu'on nous a déjà indiqué, une logique de développement durable et de résilience, et de renforcement aussi et surtout de la sécurité routière, parce que c'est cela dont il s'agit à travers ces prescriptions. Donc vous trouvez dans ce rapport évidemment le cadre juridique de la procédure, et notamment le fait que, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière, une commission consultative ad hoc a été créée par arrêté du Conseil exécutif le 13 janvier 26, pour tout simplement avoir une concertation et des avis préalables des collectivités locales et des pétitionnaires. Donc cette commission s'est réunie le 2 mars 26. Elle a permis d'enrichir le projet de règlement, donc il y a eu un échange contradictoire, de garantir sa conformité avec une logique d'opérationnalité. Il faut que ça soit vraiment pratique, abra, diga, binci, agrama, diga. Et c'est important d'avoir l'ensemble des données de l'ensemble des opérateurs qui interviennent. Donc le compte-rendu de cette commission est d'ailleurs annexé au rapport. Certaines remarques, notamment des concessionnaires comme EDF et Engie, ont été prises en compte. Et donc il y a eu des amendements sur l'arrêté permanent, sur la modification de prescription des remblaiements de tranchées, sur les branchements, sur l'utilisation aussi des matériaux en zone amiantifère, qui n'est pas un petit problème, l'autorisation de mini-tranchées pour tous les concessionnaires. Vous avez un contenu du règlement, donc avec 6 titres. Donc il y a un rappel de réglementation au titre 1, en matière de définition et de consistance du domaine public routier, mais aussi en matière, et c'est important, de délimitation de ce domaine public routier, et des modes aussi d'acquisition et d'aliénation et de gestion de ce domaine. On revient sur la hiérarchie du réseau routier qui a été adoptée dans le plan pluriannuel d'investissement. Le titre 2 rappelle les prérogatives de la collectivité en tant que gestionnaire du domaine et les pouvoirs de police, notamment du président du conseil exécutif, et les obligations du gestionnaire de voirie, notamment en termes d'entretien. Le titre 3, évidemment, consacre un chapitre sur les droits et obligations des riverains du domaine public routier. Donc l'encadrement des procédures d'accès au réseau routier, sujet très important qui peut évidemment impacter la sécurité, mais aussi logique d'aménagement routière dans l'avenir. Les différentes servitudes, donc toujours la logique de sécurité qui prévaut et la préservation de la voirie comme auteur de ce titre. Dans le titre 4, la question des autorisations d'occupation temporaire est abordée avec un règlement, des permissions de voirie, les formes d'occupation, évidemment les conditions financières sur ces AOT pour codifier les choses. Au titre 5, les travaux réalisés sur le domaine public routier, tranchées, réseaux, ouvrages font l'objet d'un chapitre important, parce que c'est un domaine fondamental de la justification de ce règlement de voirie. Donc la question des prescriptions techniques, des obligations de signalisation, des modalités de remise en état, ce sont des choses qui font souvent débat et qui font l'objet aussi ensuite d'incompréhension de la part des usagers quand des retards de travaux ont lieu. On pense que des fois c'est la collectivité, alors que c'est les entreprises de réseau qui sont intervenues dans certaines conditions. Donc tout ça pourrait faire en sorte qu'on rentre dans une planification plus ordonnée, plus concertée. Et puis ensuite, évidemment, le titre 6 est consacré à la gestion, la police et conservation du domaine routier sur les restrictions de circulation, les infractions, les sanctions, les conditions d'usage ponctuel. Donc ce sont des éléments importants qui vous sont apportés, avec des annexes qui sont essentielles sur ce sujet, qui permettent à la fois d'avoir des outils administratifs harmonisés, une clarification précise du périmètre, une vision structurée du réseau de son organisation territoriale, avec le classement évidemment des routes, et une clarification des compétences entre acteurs publics, notamment sur l'entretien, distinction entre entretien courant, gros entretien, en agglomération, hors agglomération, y compris sur les conditions de partenariat financières, les responsabilités dans ce domaine en matière de chaussée, de signalisation, d'équipement ou de réseau. Ce sont des sujets
qui concerne le quotidien des Corses, sur lequel il y a des interpellations dans les communes, mais aussi la collectivité au quotidien dans les territoires. Et puis un encadrement renforcé des interventions sur le domaine public. C'est l'objet de ce que je viens d'évoquer, sur les interventions sur les tranchées, les remblaiements notamment. Un cadre économique transparent pour l'occupation du domaine public, puis sur le barème des redevances d'occupation de ce domaine public pour les entreprises de réseau, avec une égalité de traitement qui est dans l'optique de la politique d'équité de la collectivité qui est retranscrite dans ce règlement, et avec une valorisation aussi du domaine public de la collectivité, une sécurisation aussi financière pour le propriétaire que nous sommes. Un cadre réglementaire et terminologique homogène, c'est-à-dire que l'encadrage des conditions de circulation lors des travaux et le fait d'assurer la sécurité des usagers est mieux et plus lisible à travers aussi les annexes et ce document. Donc, en conclusion, il vous est proposé évidemment d'échanger, de débattre de ce document qui continue la poursuite de structuration de la politique routière de la collectivité de Corse et évidemment de l'approuver, de le mettre en application selon les modalités prévues et d'autoriser donc le PCE, le président du conseil exécutif, a signé les conventions de répartition des charges d'entretien des routes entre la collectivité de Corse et les communes selon le modèle qui est proposé en annexe. Je vous remercie. Vi ringrazio, signor Presidente. Allora c'è un rapporto a lasciare la parola a François Sauve. Je suis là. Bonjour. Donc, la Commission a émis un avis favorable sur ce rapport. Non-participation du groupe Un Sofio Novo et de Mme Josefa Giacometti Pireda. Absence des groupes Corinne Front, Avansem et de Mme Giulia Tiberi, non inscrite. Grazie. Quale chi domanda la parola non ta sugartulare? Monsieur Guastano. Merci Madame la Présidente. Ça n'est pas évoqué, ou du moins je n'ai pas bien compris dans le rapport, mais je pense qu'il y a un énorme problème sur le réseau routier, du moins dans certaines micro-régions. Chez nous, par exemple, dans le Tarn, depuis quelques années, le chêne a envahi totalement le territoire. Et nos routes sont bordées exclusivement, pratiquement, de chênes. Il y a des endroits où les cimes des chênes se touchent. Si vous prenez les photos aériennes sur Géoportail, il y a des kilomètres où on ne voit plus la route du ciel. Ça présente un danger mortel pour les incendies. C'est-à-dire qu'en mettant le bras dehors, en roulant un peu, on touche la végétation. C'est-à-dire c'est la porte ouverte à n'importe quel incendiaire, il suffirait de jeter l'allumette, un mégot de cigarette, etc. Ce qui se fait en général, c'est une élagueuse, une épareuse. Mais l'épareuse, elle ne fait que la paroi d'un talus. Ce qu'il faudrait, ce que j'ai vu dans d'autres régions françaises, c'est démaquiser sur 5 mètres, 4 ou 5 mètres, côté gauche et côté droit de la route. Et ce n'est pas le cas, et je vous garantis, si vous voulez, je vous amène des photos, la végétation bientôt va complètement, évidemment pas au sol, parce qu'il y a les troncs d'arbres, mais au-dessus, ça se referme. La moindre allumette, et c'est la catastrophe. Donc, je ne sais pas s'il y a un plan, parce que c'est un travail colossal, parce qu'il y a des centaines de kilomètres de routes qui sont dans cet état. Il y a pratiquement tout le Taravo. Et ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas été. Donc, je ne sais pas s'il y a un plan prévu pour ça, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer à y penser. Merci. Grazie. Chantal Pédignil, avec la parole. Oui, juste une parenthèse pour revenir sur les propos de notre collègue Ouastan. En effet, c'est pareil dans d'autres régions, mais l'EDF ne fait pas son travail non plus. Ils doivent élaguer là où il y a les lignes et ce n'est pas fait. Voilà, donc en effet, il faut peut-être mobiliser les gens pour intervenir sur ce grave problème. Marité Mariotti. Merci Madame la Présidente. Le problème de ce rapport, c'est un rapport technique. Un rapport technique et un rapport standard. Si on l'étudie, mis à part 2-3 petites choses sur lesquelles je vais rebondir, on se dit ce rapport, il est acceptable. Le gros problème, c'est comme le règlement des 2 communes. Il y a la théorie et la pratique. Est-ce que le règlement en l'état est votable? On pourrait dire oui. Est-ce que par contre, en revanche, il est appliqué?
C'est ça le gros problème aujourd'hui, Monsieur le Président, et c'est là-dessus effectivement qu'on a, comment dirais-je, que notre cœur balance. Je vais vous dire, ce règlement, il est technique, il est standard, et j'allais dire, il pourrait être présenté dans n'importe quelle région lambda. Mais comme on a des spécificités, puisque c'est à l'ordre du jour, tout le monde ne parle que de spécificités. Comme l'a dit Paul Quastan, on a des centaines de kilomètres de routes départementales dont certains tronçons sont à l'abandon total. Non, je ne parle même plus du fauchage, parce que là, malheureusement, on s'y est presque résigné à ne voir, si tout va bien, qu'une épareuse durant la saison estivale. Mais c'est aussi l'état de la chaussée, l'état des accotements. Vous savez qu'on a par exemple des régions ou des micro-régions, entre autres la nôtre, Plaine orientale, Kazinka et Costa Verde, où il a énormément plu. Où en plus, même si ça paraît anecdotique, on a une prolifération de sangliers qui font que les chaussées sont attaquées. Et aujourd'hui, alors tout n'est pas à mettre effectivement à votre passif, j'allais dire, on a des tronçons qui n'ont jamais été entretenus. Et aujourd'hui, on se retrouve non seulement avec des problèmes où il y a des problèmes de sécurité, avec des dévers, ces techniques, on en a parlé, où les eaux de pluie qui devraient normalement être rapatriées, je dirais, dans les caniveaux, vont chez les propriétaires et c'est à eux de les entretenir. On se retrouve avec le problème des murs amont. On en a longuement parlé, même si effectivement le code Landa dit le mur amont, c'est au propriétaire à l'entretenir. Il y a une jurisprudence longue comme le mois de mai qui dit effectivement que c'est souvent un élément indissociable de la voirie. Donc nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que techniquement, il est acceptable. Mais est-ce qu'il y a les moyens et l'organisation, excusez-moi, je suis même un peu trivial, la volonté de l'appliquer, ce rapport? C'est ça effectivement qui nous pose problème parce que ce que l'on constate au quotidien, sur certains tronçons, pas sur tout, hein. C'est vrai que les RT sont correctement entretenus ou autres. C'est ça effectivement qui nous pose un problème. Vous savez ce que je vous l'ai dit, ce que je vous ai dit, que depuis 2015, et l'objet n'est pas aujourd'hui de stimuler des procès contre la collectivité, mais toutes les collectivités, les particuliers qui ont engagé des recours contre les gestionnaires de voirie, quels qu'ils soient, sur un certain nombre de problématiques, ont gagné. Donc nous, ce que l'on vous demande, c'est effectivement déjà de vous engager, même si c'est par écrit, qu'au cas par cas, il y aura des solutions qui seront apportées, et surtout que ces dizaines et centaines de kilomètres de voirie qui ont été laissés pour certaines à l'abandon, et ça ne date pas que de 2015, hein. Je suis honnête. Il faut aujourd'hui trouver une solution, parce qu'autrement, on va avoir de vrais problèmes, y compris des problèmes de sécurité. Je vous remercie. D'altre domande di parola? Paul Quastan. Non, juste un mot. C'est vrai que, comme l'a précisé, comme je l'ai dit, c'est un travail énorme de démaquiser pour éviter les risques incendies et sécuriser les vallées ou les coteaux, de démaquiser sur 4 ou 5 mètres. En contrepartie, il y a des tonnes et des tonnes de bois de chêne de chauffage qui peut être récupéré et distribué à ceux qui en ont besoin, aux associations, à tout ce qu'on veut, hein. Donc, il y a peut-être une récupération, peut-être pas financière, mais au moins sociale, de ce travail. Sauf que la propriété privée est inviolable. On est obligé de démaquiser 50 mètres autour de nos maisons. Par contre, la route, on peut laisser les chênes arriver en plein milieu. Tout ça pour le même risque, le risque incendie. Marité. Et effectivement, profiter de ce rapport pour que vous nous clarifiez ou que vous nous reprécisiez l'organisation de la direction des routes et de qui fait quoi. Parce que je sais qu'il y a eu des modifications pour que nous, sur le terrain, nous ayons un interlocuteur. Merci. Sainte-Vagne. Même si tout n'est pas parfait, qu'on peut toujours critiquer, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations.
parce que Marité l'a dit, sur les territoriales, non, sur les territoriales, je pense qu'on est d'accord sur un entretien sur les routes tous les jours. Je comptais pas plus de 5 épareuses hier, enfin hier ou avant-hier en allant jusqu'à Ghisonaccio. Donc voilà, il faut pas non plus dire qu'on ne fait rien. Et je pense que quand on vient de la Balagne aussi, on en rencontre quelques-unes qui travaillent, même si tout n'est pas parfait. Maintenant, pour venir sur le dossier, c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un peu... tout le monde faisait ce qu'il voulait. On avait envie d'ouvrir une voie sur la route, on le faisait. On avait envie de construire une villa, on la faisait, on l'ouvrait, on faisait, on ne demandait rien. Maintenant, avec ce règlement, je pense qu'on va quand même cadrer un petit peu les choses. Après, c'est vrai que le contrôle va être un peu plus difficile et il faudra y mettre les moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ceux qui demandent soient pénalisés, ceux qui ne demandent pas puissent faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui. Quand on demande, des fois c'est non, mais ceux qui ne demandent pas, on régularise après. Et donc ça, avec ce règlement, je pense qu'on va arriver à avoir des règles précises. Donc moi, je m'en félicite. Je félicite aussi le conseil exécutif depuis qu'il a pris ses responsabilités. Je pense que les choses changent, elles évoluent. Le DGA en charge des routes, qui aujourd'hui s'est attelé à réorganiser et à faire que les choses évoluent. Tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des gens qui travaillent tous les matins avec des conditions quand même difficiles. Je pense qu'il faut aussi leur rendre hommage. Si c'est dans ma région, quand je descends le matin de très bonne heure, ils sont déjà sur la route. Ils débroussaillent avec 40 degrés. Il y en a. Peut-être pas partout, mais il y a des endroits où il y en a, on les voit. Donc il ne faut pas généraliser. Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui travaillent. Et dire qu'il y a des gens qui travaillent bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Je rejoins Paul Quastan. C'est sûr que aujourd'hui, la sécurité incendie, et puis on voit aussi que travailler dans des conditions aujourd'hui d'alerte orange canicule, ça peut aussi avoir des problèmes derrière. Donc je pense qu'il y a une amélioration, il faut continuer. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui travaillent, il faut leur rendre hommage. Grazie. Pierre-Paul. Merci, Madame la Présidente. Donc moi, je rejoins ce que disait Hyacinthe. Il y a des gens qui travaillent, on n'en doute pas, mais il y a des gros problèmes d'effectifs. Moi, je prends dans le Prunet, où il y a des routes qui sont à l'abandon, honnêtement. Et quand on va vers les responsables, on nous dit qu'il y a un problème d'effectifs. Donc je pense qu'il faut se pencher aussi sur le problème d'effectifs. Ce qu'a dit Paul Quastan, c'est vrai. Je pense dans la plupart des régions, aujourd'hui, il y a un élagage important qui doit être fait dans certaines routes, très important par rapport aux incendies, par rapport à l'état de la route, parce qu'il n'y a jamais de soleil sur ces routes-là. Donc élaguer, la présidente disait on ne peut pas rentrer dans les propriétés privées. Si, on peut. Il y a des moyens de rentrer dans la propriété privée, puisqu'on peut rentrer sur 50 mètres pour nettoyer un terrain quand on a une maison qui est à côté. Donc il y a toujours des moyens. Aujourd'hui, un problème d'effectif. Je ne doute pas de la volonté des gens de travailler, loin de là. Je ne doute pas de votre volonté, Monsieur le Président, de vouloir faire avancer les choses. Mais attention au problème d'effectifs, attention au problème de moyens. Au niveau du matériel aussi, parce qu'ils se plaignent. Alors après, ils se plaignent peut-être parce que c'est moi qui leur en parle, je ne sais pas, mais on manque de moyens, on manque de matériel, on manque d'effectifs. Donc je pense qu'il y a une approche à avoir là-dessus et une écoute. Voilà. Grazie. Allora, siamo gonfio. Abbiamo lasciato la parola al consigliere esecutivo. Vi ringrazio. Alors, je vais, monsieur, répondre à l'ensemble des interventions. Merci d'ailleurs pour vos interventions qui essayent de pointer des sujets qu'il faut résoudre ou qui mettent en lumière un certain nombre d'orientations. Alors, je remarque, première remarque générale, que ce sont des interventions qui ne sont pas forcément en lien avec le règlement de voirie. C'est-à-dire le document qui vous est présenté. C'est en lien avec un document qui va arriver devant cette Assemblée et qui fait l'objet d'un travail de réorganisation interne avec une nouvelle méthode aujourd'hui, méthode que vous voyez poindre avec le PPI adopté en juillet, avec le plan pluriannuel de maintenance que je vous ai évoqué, qui sera présenté dans les territoires et qui va se traduire par le débat, j'allais dire, ultime des documents stratégiques, qui est le schéma d'exploitation et d'entretien de la voie routière, c'est-à-dire que l'ensemble des questions posées sur lesquelles je vais revenir
notamment sur la question de l'organisation, des moyens humains, de l'équilibre entre l'entretien en régie et l'intervention en prestation de service, la question du type de matériel et du nombre de matériel et de leur localisation, la question du moment d'intervention et une programmation lisible pour que les élus territoires sachent de manière beaucoup plus mécanique et traduite, hormis les interventions d'urgence, quand est-ce et pourquoi on intervient sur tel tronçon, sur tel kilomètre, pour quelles raisons objectives, sur lesquelles d'ailleurs les élus pourront dire, on n'a pas le même, seront concertés et pourront dire aussi qu'ils ont des avis éventuellement divergents et des corrections à faire, puisque c'est aussi comme ça qu'un document doit vivre. Mais ce document programmatique va vous être présenté dans l'année 26. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui sont des éléments ayant trait à l'exploitation routière, à l'entretien, font l'objet d'une volonté d'amélioration très nette de la part du Conseil exécutif, mais aussi, je dois le dire, de la part des équipes qui font... il y a une logique administrative interne de réorganisation, parce qu'il y a des questions de productivité du travail, il y a des endroits où il y a des questions de postes qui manquent, effectivement, il y a des territoires... Il y en a d'autres où ça va très bien, ça travaille très bien, qu'il faut valoriser. Donc il faut essayer de tirer par le haut avec des organisations efficaces. Et puis aussi, il y a aussi une question de logique budgétaire. C'est pour ça que la question de la mixité entre la régie et la prestation de service, pour que le service aux Corses soit fait, se pose dans un degré en relation compris avec les syndicats de la collectivité, parce que ça fait partie aussi des logiques de concertation ayant trait à ce document. Donc ça, c'est une remarque générale que je fais pour dire que le débat aura bien lieu sur ces questions-là, là-dessus. Donc ça recoupe la question de l'entretien des chaînes par rapport aux incendies, qui est un vrai sujet, posé par Paul Coastal et par d'autres. Hein. Il y a aujourd'hui des lamiers qui permettent, en gabarit, de pouvoir... Il y a des matériels existants qui permettent de rentrer dans les terrains. Donc c'est une histoire surtout d'organisation, de traduction. Et croyez bien que cette réflexion a lieu pour rattraper, et je remercie un certain nombre d'élus, dont Marité pour l'honnêteté, puisqu'on est dans un débat neutre, que ce problème de l'entretien et ce problème de la dégradation de ce patrimoine routier, il part de loin. Hein. Quand un réseau routier ou un tronçon, je vais prendre un exemple que je connais parce que je me suis intéressé. L'exemple de la rénovation qui va avoir lieu en maintenance entre Prounes ou Sangavine ou San-Damian. Bon, je me rappelle être allé en tant que parlementaire et de savoir que le transport scolaire passait sur une route qui était penchée à 45 quasiment à 45 degrés. Hein, et que, bon, ce sont des produits historiques, il ne s'agit pas de jeter la pierre à X, Y ou Z, ce n'est pas la question, mais il était évident que sur des choses qui n'ont jamais vu d'opération de maintenance depuis 50 ou 60 ans, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Hein. Il y avait Olivèse aussi, on s'était rendu il n'y a pas longtemps pour Olivèse, il y a eu d'autres endroits. Ça nécessite effectivement une reprogrammation et une repriorisation. Ça, c'est le plan pluriannuel de maintenance. C'est le plan pluriannuel de maintenance qui va vous être présenté, qui a été élaboré. Il propose une intervention par kilomètre selon la note de la route, la note du tronçon. Et la note du tronçon de 1 à 10, elle fait l'objet de facteurs. Elle objectivise pourquoi on intervient. Elle objectivise de 1 à 10. Et bien évidemment, hein, on propose d'abord d'intervenir sur les réseaux qui ont une note de 1 ou de 2 sur 10. Puis après viennent celles de 3 ou 4 sur 10 et 4 sur 10 sur un plan triennal. Après, évidemment, il peut y avoir du jeu d'interprétation sur l'état de la route en discussion avec les élus. Mais c'est la méthode. Et ça commence à porter ses fruits. Ça commence à porter ses fruits. Donc, sur le tronçon Prounes ou Sangavine et San-Damian, il y a une grosse opération de rénovation. Alors après, il y a le débat de dire, si on peut faire un peu de politique, oui, mais alors vous allez mettre tant de centaines de milliers d'euros là alors qu'il n'y a personne. Ah oui, mais ça, c'est un choix politique. Vous comprenez bien que ça, on va l'assumer. Oui, on va mettre là parce que ça fait 60 ans, sauf à fermer les vallées pour que la vie continue d'y être. Et qu'il y avait 60 ans qui auraient dû faire la rénovation. Bon, donc ça c'est un débat budgétaire et politique qu'on assumera. Mais en tout cas, vous avez un document par la maintenance qui objectivise l'intervention par rapport à ces logiques-là. Et oui, il y a des réseaux routiers encore qui sont trop dégradés et qui nécessitent, en opérations de maintenance, qui sont des grosses opérations de maintenance, quasiment structurantes, et en entretien, une évolution de méthode. Nous sommes d'accord. Donc sur l'entretien courant, les lagages, entretien courant, la signalisation, etc., c'est l'objet, on va dire, du schéma d'exploitation d'entretien qui sera présenté dans l'année, ça c'est important, et qui sera pluriannuel. Sur la maintenance, c'est le plan pluriannuel de maintenance pour information qui vous sera transmis, mais qui est consécutif au plan pluriannuel d'investissement et qui est déjà choisi et cartographié, et les opérations se déroulent aujourd'hui
actuellement. Il y en a qui sont partis là-dessus et qui se terminent pour certaines. Bon. Et puis, il y a bien sûr après la réactualisation chaque année du plan pluriannuel d'investissement sur les grosses opérations, ça nous le savons. Mais pour revenir sur le règlement de voirie, je rejoins un peu le propos de Marie-Thé dans ses rapports techniques, mais quand vous rentrez, et je sais que c'est un document important, mais quand vous rentrez sur la codification proposée, c'est un document technique qui prend en compte des orientations politiques d'adaptation à ce que nous sommes. Voilà, notamment sur la question des redevances et des AOT, et des types d'interventions par rapport à ce qui se constate sur le terrain, y compris des demandes d'intervention, par exemple, pour les rallyes privés. Je prends cet exemple-là qui nous est indiqué dans la redevance, qui est un sujet que je ne connaissais pas, mais qui intervient, c'est le blocage de la route pour sollicitation de rallyes privés. Eh bien, il y a une codification qui n'existait pas aujourd'hui avec un paiement à l'heure, au kilomètre, en fonction de la demande, en fonction de l'intervention. L'intervention, par exemple, pour la question des cinémas, l'intervention il y a un terre de cinéma, donc les réseaux routiers sont mobilisés. Mais par exemple, il y a une redevance. La redevance peut faire l'objet d'un abattage en fonction du fait que la collectivité ait aidé ou pas la production cinématographique dans ses règlements des aides à la culture. Il y a quand même un travail d'adaptation aux politiques publiques et à l'adaptation de ce que nous sommes. Et puis le gros du pavé de ce règlement de voirie, qui fait l'objet quand même du quotidien de ce que vous rencontrez, c'est la relation au réseau, aux entreprises de réseau. Et effectivement, la relation à EDF, la relation à Engie, la relation, elle est importante pour reprendre le propos de Chantal Pédinier, aux entreprises de réseau, elle est importante à codifier pour préserver le domaine routier, qui est le domaine public des Corses, et pour préserver les intérêts de la collectivité de Corse. Beaucoup trop de débats contradictoires avec éventuellement des problèmes de sécurité en aval se sont posés sur des tronçons routiers au détriment, encore une fois, des fois de la sécurité des usagers. Lorsqu'il n'y avait pas de codification, codifier ça en droit et devoir sur un domaine qui nous appartient, qui appartient à l'Assemblée de Corse et à la collectivité de Corse, était important. Comprennent que les entreprises puissent intervenir. Donc c'est quand même un document dont je vous demande de rentrer en tant que praticien des territoires dedans au fur et à mesure, parce qu'il donne aussi quand même une grille de lecture pour tous les élus, pour tous les usagers, importante. Franchement importante, et c'est un saut qualitatif par rapport, des fois, à un no man's land qui existait, on va se le dire, qui existait dans la relationnelle. Il y a la question ensuite du cas par cas, évoquée par Marie-Thé Mariotti, notamment des murs amont. Bon, oui, effectivement, on connaît tous la doctrine. Les murs amont, c'est en général, lorsque ça soutient une propriété privée, mais que ce n'est pas jugé ou au cas par cas utile à la préservation, à la protection du domaine routier, ce n'est pas à la collectivité de Corse d'intervenir. Bon. Mais ensuite, il y a d'autres éléments qui font que si effectivement ça permet la protection du domaine routier public, il doit y avoir l'intervention. Là, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y aura forcément du cas par cas. Moi, je réponds tranquillement. Il y aura du cas par cas. Il y a une doctrine, il y a cette logique-là. On ne peut pas rentrer dans le domaine privé à faire tout et n'importe quoi de manière virale. Hein, c'est une réalité. Par contre, lorsqu'il y a justification du fait que c'est des ouvrages qui protègent le domaine public routier, qui justifient l'intervention juridique et financière à la collectivité, on le fera. On le fera. Donc ça c'est une réponse que je donne qui est quand même importante. Après, sur la question de l'entretien et l'exploitation, Paul Coastal, encore une fois, a parlé de la circularité, récupérer notamment le bois, le chêne pour faire la circularité avec logique sociale et pas. Tout ça peut s'imaginer, évidemment, à partir du schéma d'exploitation de l'entretien, et c'est un débat qu'on peut avoir. Pourquoi pas, qu'il y ait une meilleure intégration entre la politique infrastructure routière et, par exemple, la Sembois Énergie ou autre pour récupérer des choses ou d'autres éléments. Pourquoi pas? Ça, ce sont des éléments qualitatifs que l'on peut poser. L'autre élément qui était un peu subséquent à la question de Chantal, c'est quand on parle de relations aux opérateurs, c'est qui fait quoi, hein, c'est-à-dire qu'on dit en agglomération, hors agglomération, quelle est la compétence des communes, quelle est la compétence des collectivités, mais quelle est la compétence, y compris en entretien des entreprises de réseau, c'est aussi ça, ce règlement de voirie. C'est aussi ça. Je veux dire, il y aurait beaucoup à dire. Nous sommes d'accord, il y aurait beaucoup à dire. Voilà. Et notamment, beaucoup à dire dans un territoire où la question des incendies, et là on est d'accord, et devient de plus prégnante. On n'est pas à la merci d'incendies extrêmes aujourd'hui. Hein. Le changement climatique fait que ces questions-là ne sont pas des questions annexes de qui fait quoi, comment, sur ces questions-là de l'entretien. Et ce règlement de voirie vient en partie y répondre. Sur la question des effectifs, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, effectivement, il y a une question d'effectifs qui se pose à la collectivité dans certains secteurs. Et effectivement, lorsqu'on va revenir vers vous sur l'exploitation et l'entretien, les choix
de programmation de recrutement versus choix d'externalisation dans une trajectoire budgétaire à lisser et à assumer font partie de la nécessité pour maintenir le patrimoine routier et surtout un service essentiel que doit la collectivité de Corse aux Corses tout simplement, c'est-à-dire donc la maintenance, l'entretien d'un réseau qui est utilisé chaque jour. Oui, donc la question se pose et fera l'objet évidemment d'une réponse ou deux réponses au pluriel d'hypothèses à proposer à cette Assemblée d'ici peu. Il me semble que j'ai fait le tour des questionnements à peu près posés. Voilà, je vous remercie. Ringrazia, Bishop Presidente. Allora, Emma Bassa a voto, voto contro, non partecipazione, astensione, voto a pro. Vi ringrazio. Allora, passiamo 129 annanta l'operazione di rinnovazione di un ponte d'Asco. Presidente, torna a voi. Allora, ciò che vi propongo, se così da consento, è di fare una presentazione a poco presto globale generale dell'insieme di rapporti in cui a cercare di fare una sintesi in cui senza impedisce dentro la qualità delle proposte, se così da consento, posto si parla di quattro rapporti in dominio di ferroviarie che sono una coerenza globale, così non faremo mica un quarto d'ora, una mezz'ora per rapporto, se così da consento. Mi pare così, si ça vous va, Madame la Présidente. Allora, mi permetto di salutare insieme personale il direttore di stabilimento di Camini Vari che sono qui e che sono a pro di questi soggetti e che sanno quanto sono necessari questi rapporti per lo sviluppo di un ferroviario Camini di Vari in Corsica. Io saluto il Presidente che è partito, intanto che è delegato di esploitazione. Je me permettrai de commencer dans l'ordre qui est pas forcément pondage, mais de globaliser par thématique, si ça ne vous dérange pas. Donc, je voudrais rappeler quand même que sur la question des installations du matériel ferroviaire, il y a donc globalement un effort important qui est né, y compris dans les années 2000, d'ores et déjà, et qui a été accéléré, notamment y compris sous la présidence de Hyacinthe Vanni, que je salue, puisqu'il y a eu un vrai développement, une vraie croissance des investissements et de la montée en puissance de l'exploitation du ferroviaire, notamment depuis 2015. Donc il y a eu l'engagement dans les PPI d'un programme de rénovation important au niveau des infrastructures qui était nécessaire. Donc on peut citer évidemment la rénovation des haltes et des gares ferroviaires dans le périurbain ajaccien, Bastiais, je ne vais pas revenir sur les chiffres. On peut citer la commande, l'objet important qui est la commande centralisée de voies uniques. On peut citer l'atelier de maintenance de Casamozza. On peut citer l'ensemble de ces éléments qui ont permis, et les points d'entrecroisement sur les sections périurbaines du réseau ferré à Caldani, Choricanto, Bassanese, à l'Algaio, à Lumio, qui permettent entre croisement et commande centralisée d'augmenter la fréquence et donc de faciliter l'exploitation pour les pics. Donc il y a une modernisation des principales gares du réseau, Ajaccio, Mezzana, Bizzaone, Gorti, Casamozza, Lisole, Calve et Borgo, et la rénovation des cinq ponts ferroviaires métalliques dont les travaux se sont achevés. On va revenir dessus lorsqu'on va parler du pont d'Asco. Là, je vous parle de la question des 12 rames AMG 800 acquises en 2010 et qui doivent faire l'objet d'une révision à mi-parcours. C'est une opération qui a été inscrite au PPI 26-2030 par délibération de juillet 2025. Évidemment, ça impose cette révision l'arrêt de chacune des rames durant une période de 4 à 6 mois. Et il y aura un impact sur l'exploitation et mobiliser fortement les équipes de l'atelier de Casamozza que l'on salue. Donc vous avez dans ce rapport évidemment la description, le planning des travaux sur lesquels je ne reviens pas forcément techniquement parce que le dossier est suffisamment, il me semble, étayé, à moins que vous ayez une question technique
qui est posée. Vous avez la répartition de nombre de rames par année qui sont réalisées. En 27, une rame, en 28, 2 rames, en 29, 3 rames, en 30, 3 rames et en 31, 3 rames. Donc avec une estimation globale de l'opération de 11 736 000 €. Donc un début de travaux d'ailleurs au premier trimestre avec une notification au deuxième trimestre 27 pour la première tranche. Donc une tranche 1, 27 à 29 avec 5 868 000, une tranche 2 sur 6 rames, donc 6 rames la première tranche, 6 rames la deuxième tranche de 30 à 31, pour un total, je l'ai rappelé, de 11 736 000, avec une participation au PTIC à 80%, 9 380 000, 8 000 et 20% pour la collectivité de 1 347 000. Donc c'est une demande au PTIC qui est réalisée évidemment, et c'est sur ce sujet des rames 3-800 que vous êtes questionné pour accompagner ce mouvement de rénovation et de révision. Sur la question du pont d'Ascq-Balagne, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, dans l'effort de modernisation d'investissement, il y a eu 5 ouvrages métalliques qui ont fait l'objet d'une délibération en 2020 et qui ont fait l'objet déjà de rénovation, à Casamotz, à Prunelli, à Albano, à Ascq Centrale et Muzzele, donc travaux achevés pour 14 millions d'euros, renforcement des ponts métalliques qui n'avaient jamais fait l'objet depuis leur existence de maintenance et de rénovation. Jamais. Donc il était non seulement indispensable de le faire, mais pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de développement et de modernisation évidente de ce qu'on entend faire du ferroviaire, de son exploitation pour l'avenir. Donc aujourd'hui, il vous est demandé d'approuver l'opération de confortement du pont d'Ascq-Balagne, qui est localisé à la sortie de la Bonta à Lecce, en direction de Dilisola, avec une localisation que vous connaissez. Donc ça demande des compétences et des prestations assez techniques, très spécialisées et avec des difficultés opérationnelles qui vous sont indiquées. Vous avez l'ensemble des éléments présentés de manière très détaillée. D'ailleurs, je me permets, à l'aune de ce rapport, que ce soit au niveau routier et ferroviaire, de féliciter la montée en puissance du service et la direction des infrastructures qui essaye d'être le plus pédagogue possible dans la présentation des rapports et en commission et en session, à la fois sur leur objet technique, sur leur justification de contraintes, sur les calendriers et sur évidemment les gênes à l'exploitation, que ce soit dans le routier et dans le ferroviaire. Il y a vraiment une volonté qui évidemment agrée, il me semble, tout le monde, d'être très clair ou de vulgariser l'ensemble de ces éléments. Donc une coupure de 4 mois de novembre 27 à mars 28 pour des travaux qui vont s'échelonner donc jusqu'à mars 28 à partir de septembre pour 28 pour une opération à 2 915 000 € hors taxe, là aussi 80% PTIC. Donc il vous demande d'approuver cette opération structurante et attendue. Sur la modernisation, qui était aussi très attendue et qui rentre en œuvre, donc, et le déplacement des gares de Calvi, d'Ilisola et la création d'ateliers de maintenance. Là aussi, nous sommes sur des opérations où il s'agit pour la gare de Calvi du déplacement des installations de maintenance de Calvi sur un nouveau site qui est Lumio, qui est réaménagé dans le cadre du projet de CCVU. Mettre aux normes les hauteurs, les longueurs, de poser de nouveaux mobiliers et des écrans d'information. Donc on a une rénovation complète avec un bâtiment de voyageurs qui est refait au niveau de la toiterie, des menuiseries, des sanitaires, des espaces usagers, réaménagement de la salle d'attente. Donc on est vraiment dans une rénovation structurante et totale avec une logique y compris d'amélioration de l'accueil aux voyageurs et des équipements d'information et de vente qui vont faire monter en puissance l'exploitation. Pour le projet de l'Isola, on parle de création de sanitaires adaptés aux besoins des lieux fréquentés. Là aussi, rénovation assez totale, toiture et menuiserie de la gare. Salle d'attente aussi. Opération aussi de modernisation de l'accueil en la matière. Signalétique. Et enfin, le déplacement du dépôt de Calvi à Lumio. C'est une logique de démarche d'aménagement qui est déjà programmée, plus vaste, qui suit son cours avec le PPI, qui comprend l'externalisation des dépôts. Donc, c'était le transfert du dépôt de Bastille vers Casamotz en 24, et la création de pôles d'échange multimodaux qui disposent de parking et de quais de bus qui permettent une meilleure gestion des mobilités. Donc le dépôt de Calvi, tout le monde le sait, est vétuste, insalubre, une configuration contrainte avec des limitations en termes d'infrastructure. Donc le déplacement du dépôt sur le site de Lumio
permet de disposer d'un espace plus important pour une meilleure organisation du site industriel. Donc vous avez les plannings d'opérations, qui sont des opérations qui, pour nous, débutent de manière imminente, hein, puisqu'on parle de publication du marché de travaux en septembre 26 et d'attribution de marché en mars 27 pour des travaux de mars 27 à mars 28. Donc je rappelle pour Calvé-Lise, on est sur 2 236 000 euros, 30% collectivité, 70% État. Pour la maintenance de Loumio, 3 264 000 euros, 30% collectivité, 70% État. Là aussi, il vous est demandé de mettre en œuvre ces opérations qui sont très attendues par les personnels, par l'entreprise l'EPIC qui exploite et, je pense, par les usagers de ce territoire. Et enfin, une grosse opération, y compris sous l'angle, bien sûr, sous l'angle de la poursuite de la rénovation des infrastructures, mais évidemment aussi sous l'angle de la commande publique, puisqu'on parle de crise économique. Maintenir un niveau d'investissement, c'est quand même aussi, en relation avec les fédérations des PTP, un des éléments importants de pourquoi on crée des opérations, une motivation d'aménagement de territoire, mais aussi avec un volet commande publique, c'est la rénovation, la poursuite du renouvellement des voies ballast sur les périurbaines de Bastille, d'Ajaccio et de Balagne. Hein. Donc il y a un historique qui est rappelé hein, dans le cadre des plans précédents. Entre 2004 et 2011, le réseau avait fait l'objet de grandes opérations des infrastructures d'ores et déjà, hein, il faut le préciser, puisqu'il y avait un linéaire de 130 km sur 158 Bastia-Ajaccio qui avait été fait, de Pontalet-Chacalvi 47 sur 74. Mais il faut intervenir sur les zones périurbaines de Bastille, Ajaccio et Balagne. Donc il n'y avait pas eu de renouvellement complet en la matière. Donc on parle d'opérations qui permettent le renforcement de la sécurité d'exploitation, d'améliorer évidemment le confort de ligne, de diminuer les opérations d'entretien courant sur les constituants de la voirie, de réduire évidemment l'usure sur le matériel roulant, et c'est important quand on voit les coûts aussi de rénovation des AMG, et de préserver l'environnement, puisque ça nécessitera moins d'entretien que la pose de voies en barre normale sur les voies de ballast. Et les déchets industriels générés par la maintenance des joints de rail dans le cas d'une pose normale n'existent pas dans le cas d'une pose en LRS telle qu'elle vous est proposée. Et puis un écartement, une solution technique de pose de voie en LRS sur un réseau de voies écartement métrique qui est innovante et qui est rappelée. Donc description des travaux qui vous est indiquée. On est sur une opération quand même très importante de 23 533 000 euros, sur 28 601 euros hors taxe. Hein, donc c'est 25 616 euros hors taxe, 80% État et 20% collectivité. Donc on vous demande donc, y compris d'adopter cette opération importante. Troisième trimestre 26, maîtrise d'ouvrage, étude de conception mi-26 à 27, publication marché premier trimestre, attribution deuxième trimestre et travaux de juin 27 à novembre 30. Voilà pour l'ensemble de ces rapports qui continuent le plan de restructuration et d'investissement pour le développement d'exploitation du ferroviaire qui avait débuté avant et qui subit aujourd'hui, trouve aujourd'hui une accélération grâce notamment à l'appui technique de la GGA Infrastructure que je salue et au plan pluriannuel d'investissement que nous avons adopté tous ensemble ici. Je vous remercie. Emashta Sante la visu anantaidre igua rapport piaget. Donc merci Madame la Présidente. Pour le rapport 129 en ce qui concerne l'opération de rénovation du pont d'Ascou, la Commission a émis un avis favorable avec une non-participation du groupe Unsofiuno et Madame Josefa Giacometti-Pireda, absence des groupes Corinne Fronte, Avancem et Madame Julia Tiberi. En ce qui concerne le 131 sur l'opération de rénovation des 12 rames AMG, la Commission a émis un avis favorable, non-participation du groupe Unsofiuno, Madame Josefa Giacometti-Pireda, absence des groupes Corinne Fronte, Avancem et de Madame Julia Tiberi. En ce qui concerne le 132 sur la modernisation des gares et de Calvi et de Lisula et de la création d'un atelier de maintenance à Loumio, la Commission a émis un avis favorable, non-participation du groupe Unsofiuno, de Mme Josefa Giacometti-Pireda, absence des groupes Corinne Fronte, Avancem et de Mme Julia Tiberi. Et le rapport 135, le renouvellement voie ballast sur les périurbains de Bastille, Ajaccio et Balagne.
La commission a émis un avis favorable avec une non-participation du groupe Unsofiu Nouveau de Mme Josefa Giacometti Pireda, l'absence des groupes Corim Front et Avansem et de Mme Giulia Tiberi. Ringrazio. Joseph Saviglia dà l'avviso della Commissione di Finanze. Alors, en ce qui concerne le rapport 129, la Commission des finances a émis un avis favorable avec la non-participation des groupes Unsofiu Nouveau et Corim Front et l'absence du groupe Avansem. Sur le rapport 131, la Commission a émis un avis favorable avec la non-participation des groupes Unsofiu Nouveau et Corim Front et l'absence du groupe Avansem. S'agissant du 132, la Commission a émis un avis favorable avec la non-participation des groupes Unsofiu Nouveau et Corim Front et l'absence du groupe Avansem. Et enfin, pour le 135, la Commission a émis un avis favorable avec la non-participation des groupes Unsofiu Nouveau, Corim Front et l'absence du groupe Avansem. Vi ringrazio. Il Consiglio economico e sociale ha reso un avviso favorevole. Allora, quale chi domanda la parola? Paul Félix Benedetti. Bon, on se félicite d'avoir des travaux de telles amplitudes. On est à plus de 50 millions d'euros. On est quand même logiquement sur quelque chose qui va permettre de revenir à un état de modernité, que ce soit par la modernisation des 12 AMG, la réfection des zones dangereuses et anciennes, réfection de ballast, adaptation des rails et la réfection des ouvrages d'art qui sont tout aussi esthétiques, beaux que stratégiques. Par contre, il manque un chapitre complémentaire, c'est l'évolution du matériel, avec des achats de rames complémentaires pour pouvoir avoir, que ce soit dans le périurbain ou dans le périlittoral, des lignes complémentaires ou des plages horaires plus rapprochées, et ensuite de se positionner sur le créneau du fret, avec l'achat de locotracteurs adaptés et récents, en lieu et place des cadavres roulants que nous avions achetés d'occasion, et de se rééquiper en wagons carrossés et en, je dirais, wagons plateaux, ce que nous avions il y a une trentaine d'années. La logique aujourd'hui des bilans carbone fait qu'il est préférable de privilégier des déplacements de matériaux sur le train. Il avait été envisagé des schémas roulants avec des trafics éventuellement nocturnes, sachant que nous sommes en monorail et qu'il est difficile de faire des croisements de fret journaliers et en même temps de doubler des transports de passagers. Mais moi, j'aimerais qu'assez rapidement, on ait une vue d'ensemble. Ensuite, la discussion financière sera un autre, je dirais, pan de nos discussions. Mais d'adosser à ce schéma qui aujourd'hui économiquement, je dirais, à part une fiabilité et une meilleure fluidité de l'existant, ne nous projette pas dans un, je dirais, dans un rendu économique qui va faire dépasser le chiffre d'affaires de ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'est pas encore à 10 millions d'euros. C'est la dotation d'équilibre continuelle et perpétuelle de la continuité, enfin, non pas de la continuité territoriale, mais de l'enveloppe de la collectivité de Corse. Mais si on veut avoir le gap et diminuer et faire des économies d'échelle, ça passe par cette réactivité dans la planification des métiers du train. Et dans le métier du train, le métier du transport est un métier qui est fondamental et on est la seule région du monde qui a un réseau ferré et qui ne transporte rien du tout. Donc moi, je voudrais que l'on ait ce schéma et qu'on s'adapte avec ce plan et ensuite on discutera des finances et du reste.
mais qu'on ait le volet économique qui nous dise, voilà, si on veut faire du fret, il y a tant d'investissements, il faut modifier telle gare, il faut rajouter telle zone de croisement, et ainsi de suite. Sinon, moi, je vous félicite de permettre de moderniser et de donner au chemin de fer corse une visibilité à un peu plus long terme. Pareil, j'attends qu'on prenne au moins des positions d'achat sur 2 motrices ou 4, et sachant que ce sont des trains d'exception qu'on fabrique au compte-gouttes, il n'y a pratiquement que 2 fabricants dans le monde. Si on doit le faire, il faut s'y prendre assez vite. Entre le délai de commande et le délai de livraison, il se passe plusieurs très longues années. Grazie. Josefa Giacometti-Pireda. Merci. Alors, moi aussi, je vais m'inscrire un peu dans la même logique que le conseiller exécutif, c'est-à-dire que j'interviendrai sur la globalité pour l'ensemble des rapports. Quand c'est bien, il faut le dire, donc il y aura quelques bémols, mais c'est dans une bonne perspective. D'abord, il faut saluer l'équilibre aujourd'hui des chemins de fer de la Corse entre une véritable logique d'entreprise et un vrai sens du service public. Et saluer aussi une richesse des chemins de fer de la Corse, c'est son capital humain et sa logique aussi d'équipe entre direction, la direction et les cheminots, qui est une vraie force parce qu'on est véritablement dans une approche de l'intérêt collectif et de l'intérêt général chaque fois que des décisions sont prises. Et je crois que c'est véritablement un atout. Un atout aussi, vous l'avez rappelé, des investissements réalisés avec des besoins qui étaient réels ces dernières années et qui ont contribué à moderniser le réseau, les commandes centralisées, la création des nouveaux croisements. On a un atout qui est indéniable et qui est rappelé et qui est rare finalement. C'est un atout sur le plan structurant, c'est que nous avons des gares au cœur des villes qui arrivent au cœur de nos villes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il est vraiment dommageable que certaines agglomérations envisagent dans leur projet de déplacer les gares en dehors des villes. Cela va à total contre-courant de ce qui se fait, de ce qui se pense lorsque l'on veut parler de multimodalité, lorsque l'on veut parler d'accessibilité, de circulation douce, lorsque l'on veut parler d'aménagement périurbain et périurbain cohérent. Quand on a la chance d'avoir des gares qui arrivent en cœur de ville, c'est une richesse indéniable et ce serait vraiment à contre-courant de tout ce qui se fait. J'en profite tout de même pour le dire, il ne faudrait pas détricoter ce qui est bien fait. Ce n'est pas à l'endroit du Conseil exécutif. Ensuite, il y a quelques questionnements. Effectivement, il faut revenir sur le fret, parce que ça aussi, ça peut être des atouts, mais ça demande, et vous le savez, des types d'aménagements spécifiques, de matériel roulant spécifique. La question, je le redis, de l'aménagement aussi de la plaine, il faudra y penser, parce que ce sont de vrais enjeux. Il faudra se dire aussi ce qui va être faisable, ce qui ne le sera pas, dans quel délai ça pourra l'être, et en termes de financement, en termes de projection et de perspective. Et également, moi je suis d'accord sur l'ensemble des dossiers, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, une logique et en termes d'aménagement et en termes de cadencement. On sait aussi que les financements, c'est compliqué. On sait aussi que dans la logique du PTIC, aujourd'hui, parmi les 4 dossiers ferroviaires, un seul à ce stade a obtenu un cofinancement. Bon, il y a eu la rénovation des 2 gares de Calville et Lise, ou la construction d'un dépôt de maintenance sur l'Oum. Ce sont des avancées importantes, mais on le sait aussi qu'elles représentent qu'une partie du projet global. Sauf qu'aujourd'hui, le PTIC, on sait dans quelle logique nous sommes enfermés. C'est-à-dire que l'État avait fait son carnet de commandes et nous courons après. Et nous devons faire valoir ce qui est structurant. Et on s'était fait un peu avoir, même beaucoup, sur la façon d'inscrire les éléments structurants au PTIC et de les partager. Et aujourd'hui, là, on n'y est pas du tout. Et quand on sait qu'au niveau des financements européens,
certaines choses ne pourront pas être financées, puisque certaines opérations ne sont plus éligibles au titre des aides européennes, et que lorsque l'on voit les besoins en financement qui arrivent, il faut vraiment qu'on puisse le partager et le discuter. Et là, alors ce n'est pas un bémol, au contraire, mais c'est dire que tout ça, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été structuré, tout ce qui a été assis, tout ce qui nous permet aujourd'hui de nous projeter positivement, risque d'être considérablement freiné si nous ne pensons pas effectivement à l'acquisition de nouveaux matériels. On le sait, ça a été dit avant moi, c'est long, les dossiers de financement et la fabrication est très longue, et l'on sait que non seulement on mettrait un coup de frein sur les opérations, mais aussi on dégraderait le service avec des pertes de confiance, parce qu'on a aujourd'hui des circulations qui sont en tension, notamment sur le périurbain, et la moindre fragilisation, la moindre panne, bien sûr qu'elle vient contrarier le fonctionnement, mais elle vient aussi créer des ruptures de confiance qui peuvent être ensuite contre-productives alors qu'on a sécurisé les choses. Je pense notamment, quand je parle de l'acquisition de matériel, je pense notamment à l'obsolescence des autorails soulés, qui assurent, vous le savez, une part importante, notamment du périurbain en Balagne, et qui arriveront progressivement en fin de potentiel au cours des prochaines années. On sait que nous sommes à horizon 2030. Ça veut dire que nous sommes à 4 ans sur la fin de ces autorails. Donc il y a vraiment urgence à y penser. Parce que sinon, on va se retrouver face à on va plafonner alors qu'on était sur une perspective favorable. Alors je vais terminer par là. Il y a un projet qui existe. Je reviens sur le capital humain et le travail qui a été effectué à l'intérieur des chemins de fer, par les chemins de fer de la Corse et par les cheminots, et en accord avec eux. Il y a un projet qui est prêt, qui est partagé, qui est abouti. Donc la priorité, elle doit être clairement identifiée, c'est l'acquisition de nouveaux autorails adaptés aux caractéristiques de notre réseau et aux besoins de nos territoires. Ça serait incohérent et politiquement regrettable de ne pas le faire aujourd'hui. Alors moi, ce que je vous demande pour terminer, il faut vraiment que nous affirmions le caractère prioritaire et structurant de l'acquisition de nouveaux matériels roulants, qu'on réfléchisse d'ores et déjà à leur financement, de considérer ce projet comme le complément indispensable des opérations déjà validées ou actuellement en cours d'instruction. Et je souhaiterais que le Conseil exécutif puisse nous présenter prochainement le dossier relatif à l'acquisition de nouveaux matériels, de nouveaux matériels roulants, bien sûr en concertation avec les cheminots, et de préparer les financements, que l'on puisse aller très vite sur de la programmation. Nous avons commencé à moderniser notre réseau ferré, dunque per un servizio pubblico di qualità approdi di Corsica, un amico momento di indebolisce ciò che è stato lanciato è. Mi ringrazio. Grazie. Qual è chi domanda a Barrault, la donna? Oui, Pierre Giong. Madame Presidente, vi ringrazio. Due parole per dire che studiamo di modernizzazione di programmi di vero è una vera scelta di sviluppo a lungo andare per il nostro territorio e vi felicito perché. Dopo sono d'accordo con Paul Félix e Josefa, tanto a 3 punti. C'è bisogno di fare un piano di trasporto di mercanzie, di comprare nuovo materiale e ho bisogno di comprare i Stadler, che sono i più belli treni metrici, e a terzo punto è di fare i treni in Bonifacio. Dunque c'è la principale perché è lungo e Napoleone aveva girato i Corsica, Napoleone 3, è vero. E noi il nostro scopo è di fare in Bonifacio, mica Porto-Vecchio è un basta amico, ma un basta amica, ce l'ha in Bonifacio. Dunque vi ringrazio per questo rapporto e siamo pronti a budarlo. Grazie. Didier Biqueray. Merci Madame la Présidente. Je suis un peu ému parce que quand j'interviens pour les chemins de fer de la Corse, mon père était cheminot. Donc ça me fait vraiment, ça me tient à cœur de parler de
de ce rapport. En fait, je vais lier les 4 rapports ferroviaires en focalisant et saluer bien sûr la présence de nos amis à la direction du personnel et les employés de la CFC. Sur les 4 rapports ferroviaires, en focalisant principalement sur celui-ci qui est plus abouti, mais je note qu'ils touchent tous la Balagne et l'accès à notre territoire. Sur les 3 autres, à savoir la rénovation des rames AMG, les travaux sur le pont d'Ascq, Balagne et le renouvellement des voies ballast, tout inscrites au PPI, je ferai juste un commentaire sur la maquette financière. À l'inverse de la rénovation des gares de Calvi et de l'île aux Rousses, le financement n'est pas acté puisque les demandes de financement restent à formuler. Si on cumule les 3, ça fait 40 millions, dont 32 par l'État, qui n'a pas encore été sollicité, et 8 par la CDC. Si jamais l'État décide, sa participation sera de 70%, celle-ci prévue à 32 passera à 28, faisant mécaniquement monter la part de la CDC à 12 millions. Ça manque un peu de projection. L'été dernier avait été soumise au préfet une série d'opérations au titre du PTIC pour un montant total demandé de 80 millions. A-t-on eu un retour ? Si oui, on voudrait savoir quelles opérations sont priorisées et si une clé de répartition a été retenue. J'en viens à la modernisation des gares de Calvi de l'île aux Rousses, un rapport important pour la Balagne. On attendait la consécratisation depuis plusieurs années, la rénovation et la mise en accessibilité des 2 principales gares devenait urgente, de surcroît avec la fréquentation estivale. Inscrite au PPI 26-30, il s'agit en fait d'une opération de 2022 qui a été reprogrammée. En plus des travaux de rénovation et de mise en accessibilité des 2 gares, l'atelier de maintenance passe de Calvi à Loumio. En mars 2028, les travaux devraient être terminés et si on s'en tient à ce qui a été mentionné dans le rapport. Le coût estimé à 5,5 millions hors taxes, dont l'État prend en charge 70%, soit 3,8 millions, l'arrêté de cofinancement PTIC est joint, donc les travaux peuvent commencer pour ce dossier. Je voudrais néanmoins vous relayer les inquiétudes légitimes des cheminots quant à la sécurité des emprises ferroviaires. Dans le cadre du projet de rénovation de la gare de Calvi, les aménagements envisagés conduiraient à une ouverture quasi totale des emprises ferroviaires au public, alors qu'elles sont aujourd'hui majoritairement protégées par des dispositifs de clôture et de séparation physique. Dans le règlement de police des réseaux ferrés secondaires, l'accès aux voies, aux abords immédiats ou aux dépendances techniques est interdit au public, sauf aux endroits spécialement aménagés et sécurisés, passage autorisé, quai, traversée réglementée. La perspective d'une place ouverte à proximité immédiate des rails, susceptible d'accueillir des familles et des enfants, crée un risque de chute accidentelle ou d'intrusion sur la voie en période de circulation des trains. Les clôtures aux garde-corps aujourd'hui en place ne semblent prévues dans ce projet. Pourriez-vous, Monsieur le Président, nous apporter des précisions sur ces questions de sécurité et nous communiquer l'étude de sécurité, engager une concertation avec les CFC et engager le maintien des dispositifs de séparation entre l'espace public et la voie ferrée active. Je profite de ce rapport pour demander l'organisation d'une réunion commune, CFC-CDC commune, afin de préciser les aménagements extérieurs de cette gare, sachant que la commune envisage de futurs aménagements sur le jardin contigu à l'espace extérieur de la gare, ce qu'on appelle chez nous le petit jardin. Cette réunion permettrait également d'aborder l'entretien de la voie ferrée le long de la plage et qui borde la passerelle voie communale, ainsi que la destination de l'actuel atelier de maintenance qui est particulièrement délabré et qui pourrait être réaffecté après son transfert à Loumio. J'ajouterai également qu'il faudrait que les CFC qui ont récupéré le parking de la gare soient attentifs à son entretien. Il est situé en plein centre-ville et les riverains et commerçants sollicitent régulièrement la mairie pour qu'il soit mieux entretenu. Par des relations personnelles, je tâche de relayer, mais nous aimerions que ce soit plus automatique et régulier. J'en finirai en vous interrogeant sur la situation sociale des occupants des 2 gares. Les gares de Vivario et de Ponteletto ont été refaites, et les appartements aussi, en maintenant les occupants. Seul l'appartement de la gare de Ajaccio a été transformé en bureau parce qu'il n'y avait plus d'occupants. À Calvi et l'île aux Rousses, les appartements ne seront pas affectés apparemment. Qu'advient-il des occupants actuels?
Je vous remercie. Ringrazio. D'altre domande ai parola? Xavier Lugiani. Ringraziabili. Moi, je commencerai par un peu d'histoire, puisque Pierre-Jean a évoqué le train jusqu'à Bonivasio. À la fin du 19e, le train, il arrivait à Ghisonaccia-Gare. Le 17 juin 1888, plus tard, il y a une extension vers Abazzi en 30, et vers Porto Vecchio un peu plus tard. Fin de cette ligne 1943, à cause de quelques ponts et du tunnel de Faotti qui avait été endommagé. Et le train arrivera jusqu'à Folili. Je crois qu'il y a Sainte avec un clin d'œil jusqu'en 1952. La fermeture de la ligne de Folili, c'est 52, je crois. Donc c'est pas si vieux que ça finalement, mais c'est pas finalement important à ce stade. Sauf que bon, moi je salue quand même les cheminots qui sont là, qui sont montés en équipe ce matin. Je pense qu'ils sont un peu inquiets quand même de l'évolution des choses. Ils savent pertinemment que la plupart d'entre nous, j'espère, va voter ce rapport parce qu'il est, et je le dis, président, optimiste et en tous les cas donne un peu d'oxygène à cette inquiétude et surtout qu'il trace une perspective qui quand même nous permet de déborder les années 30, 2030 je précise, de manière plus rationnelle. Je voulais dire c'est que il y a quand même, et je refais un clin d'œil à l'histoire, il y a quand même cette interrogation sur l'extension qui apparaît dans le PADUC, qui apparaît aussi dans les déclarations de l'exécutif depuis quelques années, cette extension qui... Pourquoi? Parce que personne n'en a parlé jusqu'à présent, mais le trafic routier, aujourd'hui, pèse sur les Corses. Je le dis en tant qu'utilisateur de la RT qui part de Ghisonaccia et qui monte jusqu'à Bastia, on ne parle plus en kilomètres, on parle en heures. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, au-delà des trains, bien sûr, hein, je ne vais pas focaliser sur les chemins de fer, ils sont justement une réponse importante dans l'histoire et dans l'avenir. Dans l'histoire, ils ont modernisé un pays qui était même traumatisé. Rappelez-vous la grande sonnerie d'Odreno, de Marchetti, Odreno Asti et Fatto Besignor. Ça a traumatisé tout un peuple de bergers et finalement, ça a porté ses fruits puisque ça a permis à la Corse de s'ouvrir aussi. Même si, bon, je ne rentrerai pas dans l'histoire du train évoqué à l'époque de Napoléon III et plus tard sous la Troisième République, mais c'est quelque chose qui a permis, et c'est un patrimoine historique aujourd'hui qu'il faut préserver et surtout développer, et surtout lui donner une perspective qui soit autre que celle du diesel. Je crois qu'il faut décarboner aujourd'hui cet espace-là. Alors, je ne vais pas évoquer l'hydrogène, même si les Sardes vont faire l'acquisition de trains hydrogène, les Siciliens aussi, les Calabrais aussi, mais je crois qu'il y a aussi... c'est pas dans le rapport, hein, c'est la page blanche qui est après, est à vous, est à moi, est à nous. Je crois qu'il y a une interrogation aussi sur la manière de sortir du détroit d'Ormuz. Parce que le contexte géopolitique international peut aussi constituer un péril pour nos communications et pour nos transports internes et externes, bien sûr. Donc, bien sûr, on salue la modernisation des gares de Calvi et de l'Isola, l'atelier de Lumi, bien sûr, le pont qui est entre Canawad et Pedralba, qui va aussi être rénové, le Ballas, bien sûr, parce que là aussi, Josefa l'a souligné, l'importance du périurbain aujourd'hui, elle est quand même avérée. Elle pourrait même être étendue, justement, vers la Casinque et vers Barquette, parce que ça permettrait de désengorger un peu plus les axes. Vous le savez, quand vous arrivez à Numero Guato, c'est pas mal. Quand vous arrivez sur l'axe Bastier, on a quand même quelques difficultés à progresser. Donc, tout ça pour dire que, bon, bien sûr, le périurbain, et entendu, la rénovation des AMG, avec cette interrogation sur la décarbonation du territoire, y compris ferroviaire. Je crois que c'est important de le souligner. Alors,
Il y aurait quelques points. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails du PTIC parce que je pense qu'il y aura des interrogations à avoir dessus sur le financement, justement, de l'État, la part de l'État et la part de la collectivité sur l'ensemble des opérations. C'est une interrogation qui, à mon avis, qui est... Et après, dire aussi qu'il y a, malgré tout, quelques points à régler. Bon, on est pratiquement au dire, notamment des utilisateurs, à flux tendu quand même. On a pas mal de trains, notamment les souliers, qui sont ou en réparation ou en service. Ça peut justement handicaper un petit peu le passage d'Isola Rossa Calvi, dont évoquait notre collègue Pittieraille. Vous dire aussi qu'il y a aussi un point qui me semble aussi à mettre sur la table et qui a été mis sur la table par Josepha et par Popélix, c'est le fret. On a, je crois en Corse, des locaux tracteurs. Il y en a au moins un et des plateformes. Ça a été pendant longtemps une source de financement intéressante, y compris de rentrée et de recettes. Et aujourd'hui, ce fret, bon, il est. Et je reviens encore, je rebondis sur le trafic routier. Quand vous montez la semaine de Corse, par exemple, que vous montez Vitsaona, il y a des moments où, si vous n'avez pas 180 chevaux, vous faites la procession. Donc c'est important aussi de voir si on peut. Et je pense que c'est une des dynamiques à mettre en place au niveau des chemins de fer. Si on ne peut pas aujourd'hui remettre le fret, non pas simplement pour, je dirais, les déchets, ça peut servir, hein, mais pour les voitures, les marchandises, et avec la possibilité d'avoir des livraisons gare par gare. Ça me semble élémentaire et je pense que au niveau même interne, ce serait quelque chose qui serait vraiment dynamique. D'autant que les ponts rénovés supportent largement, y compris les locotracteurs et les plateformes. Ça, c'est important de le souligner. Après, on pourrait aller très loin. Sur les AMG 800, un train mobilisé, c'est 6 mois. Si je crois que... Si on m'a bien expliqué la chose, et il y a un point, il y en a 12 à réviser, donc, et il y a déjà des prolongations et des retards. Je crois que c'est important aujourd'hui de rattraper ce retard, et pour le rattraper, certainement qu'il va falloir, au niveau des ateliers, booster peut-être la machine, avec un petit commentaire justement sur l'implantation de ces ateliers. Normalement, sur les lignes ferrées du monde entier, elles sont pratiquement toutes situées en bout de ligne. En Corse, on en a une en bout de ligne, c'est Ajaccio. La seconde, Casamozza, qui était Bastia, mais est à Casamozza. Ça pose une difficulté en termes de visite du train et de maintenance. Je crois que c'est important de voir comment justement répondre au fait que les loups qui ne sera pas en bout de ligne, puisque c'est Calvi qui va déménager. Je crois que ces 3 ateliers, enfin en tous les cas pour 2, il y a une réflexion à avoir sur la manière de pouvoir justement être plus efficace en termes de visite de train, sachant qu'il y a besoin justement de maintenance systématique. Et d'ailleurs, vos opérations y répondent en grande partie. Un dernier point, donc, et je reviens sur l'histoire de l'hydrogène. On doit poser la problématique certainement au-delà du chemin de fer, mais plutôt des transports en général et des communications. À l'heure de l'autonomie, ou en tous les cas de ce qui peut en rester demain après-demain, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, l'exemple sicilien et l'exemple sarde peuvent inspirer la Corse. On a le Ricante qui va fonctionner au biocarburant, au colza. On essaie de faire donc un effort. Et je reprends là, à ce titre le rapport du CESE qui est très intéressant sur cette partie-là. Et je crois que, voilà, bon, ils disent à un moment donné, par palier, réfléchir à un nouveau projet pour un nouveau chemin de fer de la Corse. Bon, on est dans les grandes phrases qui, pour l'instant, bon, n'ont pas trop de retentissement. Mais ce qui me semble important au niveau des actions, et je le dis encore une fois, que je salue sans équivoque, il y a forcément le besoin de réfléchir après 2030 à
à une autre manière de, je dirais, de fonctionner en termes de carburant, de motorisation, essayer d'éviter d'abandonner progressivement le diesel, parce que si on suit les calendriers, on risque d'avoir du diesel sur 2040. Or, on sera en contradiction profonde avec déjà les axes qu'on a choisis tous ensemble de privilégier, notamment en termes de décarbonation de l'espace, et donc d'essayer, autant que faire se peut, de répondre à des impératifs liés au changement climatique. Voilà, nous voterons bien entendu ces 4 rapports avec un dernier salut et du courage pour tous ces cheminots qui font fonctionner une institution, on peut dire comme ça, qui doit demain pouvoir être une dynamique pour les transports dans ce pays. Grazie. Cathy Cognetti-Turchini, tocca a voi. Merci Madame la Présidente. Dans la continuité de tout ce qui a été dit et pour remercier donc le conseiller exécutif pour ces rapports qui servent à la Corse dans sa généralité. Ainsi, investir pour les chemins de fer de la Corse ne doit pas être considéré comme une dépense, mais comme un investissement d'avenir. Déjà, on sent qu'il y a vraiment une écoute du conseil exécutif, des agents et une collaboration qui se fait entre la direction des chemins de fer et notre institution. Dans une conjoncture économique difficile, marquée par une hausse durable des coûts de mobilité, le train représente vraiment une réponse à la fois économique, sociale, environnementale et territoriale. Plus qu'un simple moyen de transport, c'est un outil de souveraineté, de solidarité et de développement au service de toute la Corse. Le chemin de fer, c'est bien plus qu'une ligne sur une carte. C'est une île qui veut rester accessible pour tous. Lorsque Hyacinthe Vannes, et que je veux remercier, avait permis aux apprentis, aux élèves, une gratuité des transports. C'était déjà une avancée et nous continuons dans la même démarche. Alors, le chemin de fer de la Corse, c'est pas seulement un moyen de transport, c'est un véritable outil d'aménagement du territoire et de cohésion sociale et de développement économique de notre île. Et consciente de ces enjeux, la collectivité doit en faire une priorité stratégique. C'est un véritable défi, et le véritable défi, ce n'est pas le coût du train, mais c'est l'absence de train qui est important pour nous. Et nous souhaitons que la collectivité puisse accompagner les agents, les chemins de fer et la Corse vers son développement et vers une priorisation de cet outil. Je vous remercie. Grazie. Hyacinthe Vanni. Giuste 2 parole alla corte, saluda l'ami du Gamino Hiver, toujours avec un peu d'émotion parce qu'il a été président pendant 8 ans. Je pense qu'on a partagé beaucoup de choses, on a porté beaucoup de projets. Saluer bien entendu Jean-Baptiste Bartoli qui était le directeur de la SEM et qui a fait un travail considérable. Se rappeler que lorsqu'il prend ses responsabilités, les trains ne fonctionnent pas. Donc, se dire d'où on parle de ça il y a 10 ans, pas 50 ans. Hein. Donc, le chemin parcouru entre des trains qui ne fonctionnaient pas, une catastrophe industrielle annoncée, et le fait de les faire fonctionner après avec les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, parce que ce matériel n'a jamais été adapté au chemin de fer de la Corse. Mais bien entendu, aujourd'hui, on est bien obligé de l'exploiter, de le réparer, de l'entretenir. Mais il faut aussi dire que ça coûte très cher et ça demande une organisation hors du commun. Alors quand la Chambre des comptes vient nous dire vous coûtez trop cher, vous dépensez tout, il faut se dire aussi que le choix à l'époque, peut-être qu'on aurait fait le même, mais faire le choix des trains qui ne passent pas dans les tunnels et qui ne freinent pas et qui ne sont pas adaptés à quelque chose, bon, ça a été une catastrophe industrielle. Et aujourd'hui, on paye le coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'organiser dans les ateliers, il faut
s'organiser en 2-8, il faut travailler, il faut les réparer, on est à flux tendu. C'est toute cette problématique-là qu'il faut prendre en compte. Et Josépha l'a dit, les chemins de fer, c'est une entreprise, c'est un esprit d'entreprise. C'est une culture. C'est la culture du travail, la culture du partage et de la transmission. Ça, on l'a réussi. On n'a pas attendu que ce soit des grands ingénieurs du continent qui viennent ou des grands directeurs qui viennent nous expliquer comment on faisait fonctionner nos trains. Tout est interne. Tous des gens issus de l'université ou de l'apprentissage ou des territoires. Ça, c'est la vraie fierté et la vraie réussite. On n'a pas attendu qu'on nous autorise à avoir la corsisation des emplois ou quoi que ce soit. Comme quoi, quand on veut, on peut. Sur toute aiguille. Au direttore, gli dit noi, gli mica venuto di SNCF a spiegarsi, ils sont venus de la SNCF. Ils sont venus nous expliquer, rappelez-vous. On les a conseillés de repartir. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait des gens de la SNCF payés 3 fois plus que ceux que vous voyez là-haut, qui venaient nous expliquer comment il fallait faire. Il y avait un contrat d'assistance. Aujourd'hui, on a réussi à tout internaliser. Vous avez réussi à tout internaliser. Et ça, c'est la vraie fierté, c'est la vraie richesse. Ouvrir tout le matériel, les machins, tout ça. Bon, bien sûr, c'est important. Mais le plus important, c'est l'humain. Et le plus important, c'est d'avoir des gens d'ici qui peuvent accéder aux postes de responsabilité. Ça, c'est la vraie fierté et c'est notre vraie fierté. Après, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Rappelez-vous que c'était le Moyen-Âge. On s'appelait d'une gare à l'autre pour envoyer un train, avec ce que ça peut comporter en termes de sécurité, en termes de temps, en termes de réglementation. Rappelez-vous aussi, et on a un petit peu oublié, le train de Furiani. Quand le préfet nous interdisait, je pense sous le contrôle de Jacques Chibaudel, de serait-ce que de passer. Et quand on a dit, vous rêvez, tu es foutu, mais on va passer stesso. Et donc, on va se tous les aménagements pour faire le train de Furiani. Et aujourd'hui, c'est fait. Beaucoup l'ont dit, très modestement, on l'a fait, mais au début, ce n'était pas gagné. Donc, on part de loin, de très loin, pour arriver aujourd'hui à avoir une commande centralisée ou unique, 40 millions d'euros, qui sécurise et où on peut cadencer sur le périurbain bastien, sur le périurbain ajaccio et en Balagne. Je rappelle que le PEI de l'époque n'avait pas prévu l'extension de la CCVU en Balagne. C'était un oubli puisque la Balagne a toujours été oubliée. Simple. Et aujourd'hui, un petit rattrapage. Et que c'est la présidente Montpertuis qui est allée négocier des fonds européens pour pouvoir aujourd'hui installer la CCVU en Balagne. Et pour ceux qui ont la mémoire, des représentants du personnel, une personne m'avait dit on verra la CCVU en Balagne quand les poules auront des dents. Bon, les poules, elles n'ont pas encore de dents, mais la CCVU en Balagne est installée. Et on est allé plus loin. Aujourd'hui, avec ces investissements considérables sur l'Oumio. Et je demande aux Balanins de se rappeler ce qu'était l'Oumio. Il y a 4 ou 5 ans, une déchetterie squattée. Donc on a tout dépollué. On a sorti, sans que ça nous pose des problèmes, quelquefois même des menaces, des personnes qui étaient là, etc. Bon, voilà, donc on ne va pas refaire l'histoire, vous la connaissez par cœur. Ce chemin, il a été passionnant, quelquefois épuisant. On l'a fait ensemble et aujourd'hui, la personne qui prend la suite, je pense qu'il est encore plus passionné que moi. Et vous voyez que les projets sont là, la dynamique est là. Et je dis aussi qu'aujourd'hui, la montée en puissance sur toutes les rénovations, sur tout ce qui est des réfections des gares, sur tout ce qui est aujourd'hui des réfections des voies,
l'atelier, je passe sous le contrôle de ceux qui l'attendent depuis des années, sans oublier l'atelier de Casamos, le nouveau, qui a été construit, 11 millions d'euros. Je pense qu'il faudrait parler des heures pour dire tout ce qu'on a fait. Bien entendu, le nouveau matériel roulant, ne pas se tromper, parce que nous aussi, on peut se tromper. Bien réfléchir, bien consulter les personnes dont c'est le métier aussi, et souvent les petits, entre guillemets, puisque moi je considère tout le monde de la même façon, ceux qui conduisent, ceux qui réparent, parce qu'acheter du matériel qu'on ne pourrait pas réparer serait peut-être une autre erreur. Donc tout ça, c'est à concerter ensemble. Bien entendu, vous le savez, moi je suis pour les ouvertures, comme Pierre Jong, des voies nouvelles. C'est ça l'avenir, c'est ça la transition écologique aussi. Tutti i gasi e de gabida. E anche uso a ritirata di cammini vari, sono veramente fiero che veramente il lavoro che abbiamo fatto insieme continui e sia ancora più forte che ce che facciamo noi. Dunque sono veramente felice e di nous che noi non abbiamo venduto nulla. Quand on parle de Calvi, bon, il y a eu quelques petites ventes qui auraient pu profiter aujourd'hui, peut-être au chemin de fer. Et on a aussi fait quelque chose d'important sur la Balagne. On a fait des parkings. Angèle Bastiani n'est pas là. On fait un parking à Île-aux-Rousses. On a internalisé le parking de Calvi, qui rapporte aujourd'hui 150 000 euros par an, quand on nous payait 35 000 euros d'AOT. Celui des Rousses, la même chose. Ça fait à peu près 300 000 euros de recettes nouvelles. C'est ça aussi l'esprit d'entreprise et la dynamique. Et je voudrais finir en saluant la dynamique portée par les services de Jean-Félix, Michel Bruno Pacini, Johan Borelli. Je pense que vous avez amené vraiment une écoute et un partenariat. Ce n'était pas le cas avant, mais je tiens à souligner que grâce à votre arrivée, les choses vont beaucoup plus vite et ont changé. Donc, vive l'Igideio a tutti e bonne continuation. A ringraziarvi, non ci sono più domande di parola, allora può dare spiegazione. Vi ringrazio. Bon, la longueur et la qualité du débat démontrent un attachement certain, je crois, non seulement au chemin de fer d'un point de vue historique, mais évidemment d'un point de vue humain et social, l'attachement à ce qui était une SEM qui est devenu un service public, un EPIC, et un attachement aussi à une perspective liée à ce développement. Moi, je salue évidemment, d'abord, vous me le permettrez, l'ensemble des avis positifs sur le fait de prendre en compte qu'il y a quand même une dynamique qui continue en termes de volonté d'investissement, de structuration, sur un travail qui avait déjà été fait auparavant depuis quelque temps, qui s'est accéléré, qui s'est consolidé et qui monte en puissance en termes de volonté d'investissement. Alors cela aussi est dû effectivement à une volonté politique d'une part, vous l'avez compris, mais aussi à, cela a été indiqué par plusieurs intervenants, à une réforme statutaire qu'a porté l'ancien président exécutif Gilles Siméol, qui est président de l'EPIC, pour le faire d'avoir une logique de montée en puissance entre une relation en termes de vision de service public entre la collectivité maître d'ouvrage et un EPIC, avec une concertation et un renforcement, y compris sur la modernisation du réseau et des matériels roulants, donc, et avec aussi derrière de la ressource humaine, puisque ça a été dit par Hyacinthe et par d'autres, Josepha aussi et d'autres, c'est la question de jeunes Corses qui, que ce soit cheminots, techniciens, directeurs, on les salue tous, ce sont aujourd'hui aux commandes techniques avec nous politiques pour mener à bien cette transformation, que ce n'était pas le cas auparavant. Et idem du côté collectivité de Corse, comme cela a été indiqué dans la réforme administrative par Hyacinthe Vannes. C'est une réalité de motivation humaine, de perspective qui est assumée collectivement, qu'il faut souligner parce que c'est pour ça que ça avance dans cette bataille et dans cette transformation collective. Voilà. Beaucoup de questions, hein, beaucoup de sujets évoqués. Je vais essayer de ne pas trop allonger le débat tout en essayant de répondre évidemment aux points saillants de ce qui se joue. Donc, prise d'acte d'une volonté d'investissement qui était nécessaire, évidemment, la révision des AMG, mais qui est séquenciée avec un calendrier précis, vous l'avez indiqué. Prise d'acte, évidemment, de la rénovation des gares et du transfert à Lumio, du pont d'Ascq ou Valagne qui continue, des investissements déjà réalisés, des ponts métalliques. Donc ça, nous sommes bien d'accord qu'il y a une bien prise d'acte. Donc sur la question des financements,
Vous avez bien compris qu'il y a des choses actées et des choses demandées. Dans les choses demandées, bon, d'une part, il y a une discussion avec l'État sur la reprogrammation du PTIC. Hein, ce n'est pas force d'avoir insisté, et nous continuerons à insister, que si un plan exceptionnel d'investissement PTIC ou l'appelons autrement demain doit se poursuivre, c'est bien sur des investissements structurants de ce style. Donc il va falloir se battre, évidemment, et continuer à convaincre que c'est bien en termes de priorisation et de choix sur des infrastructures au service de l'ensemble des Corses qu'il faut aller. Donc nous sommes dans cette optique-là de discussion avec l'État, avec de bon espoir d'aboutir sur les dossiers qui n'ont pas encore l'objet de réponse. Ça, c'est un premier élément. Mais ce n'est pas le seul élément. Je vais redire le deuxième point qui a été évoqué, la question des matériels roulants neufs ou modernes par rapport notamment au périurbain Bastia-Ajaccio. Première remarque, il y a déjà eu un travail avec notamment interne à l'EPIC, en relation avec la collectivité, notamment avec une décision du conseil d'administration de juin 25, où il y a déjà un positionnement technique sur le matériel roulant, avec un comité de pilotage dans lequel il y a les personnels présents, parce qu'effectivement il y a la question de la prise en compte de l'opérationnel, du pratique, de ceux qui vivent et qui sont utilisateurs techniques de ces matériels. Il y a une AMO, il y a une relation resserrée avec la direction des infrastructures sur ces questions, et je rappelle qu'il y a une inscription au plan pluriannuel d'investissement déjà de l'acquisition de ces matériels roulants, puisqu'on parle de 14 matériels roulants, 8 et 6, pour à peu près aujourd'hui en prévisionnel 150 millions d'euros. Alors bien sûr, dans une optique, dans un premier temps, de demande au PTIC, mais entre-temps, le cheminement côté collectivité et EPIC, c'est d'être ouvert par un conventionnement qui a été signé avec la BEI à un accompagnement technique, une ingénierie technique, mais aussi de modèles économiques, parce que ça a été évoqué par Paul Fix-Benedetti, y compris de modalités de financement nouveaux sur le long terme avec la Banque européenne d'investissement. Donc aujourd'hui, nous avons un conventionnement signé, après les collèges et les lycées, où cet accompagnement se poursuit avec l'espoir de traduire, si possible, une avancée de l'acquisition et évidemment un benchmark au niveau des matériels roulants entre les praticiens et y compris l'appui que fait la BEI pour d'autres opérations qu'elle fait par ailleurs, où elle finance du tram-train par ailleurs en Europe, pour essayer, et en termes de coûts et en termes de financement, d'arriver à un modèle qui permette à la collectivité viablement, je vais réutiliser un mot qu'a utilisé Cathy Cognetti, d'être souveraine dans une structure qui permet la souveraineté de l'île dans le choix d'investissement dans ces matériels roulants. On parle d'un choc de l'offre ferroviaire où des études déjà de prévisionnel ont déjà été réalisées, même si elles demandent d'être affinées, sur l'impact que ça aura en termes d'augmentation de fréquentation passager et donc de recettes. C'était un souci aussi porté par Paul Félix. Donc un impact sur l'exploitation au niveau économique et au niveau de l'usage décarboné des mobilités. Il y a déjà des études qui démontrent l'impact sur l'augmentation de la fréquence des passagers et de l'augmentation des recettes, qui fait que, évidemment, on a une perspective de croissance. Cette étude pourra vous être présentée lorsqu'on reviendra dessus. Donc c'est un souci et une volonté qui est partagée par l'EPIC et la collectivité d'avancer le calendrier autant que faire se peut avec ces études en cours, y compris sur le modèle juridique et de financement et de portage de ces acquisitions, parce que nous sommes tous conscients, et je crois que cette conscience est partagée par l'Assemblée, que c'est le gap attendu. C'est-à-dire qu'après les investissements des gares et des haltes, de la commande centralisée, le gap, c'est le passage à ce matériel roulant, à la fois, évidemment, dans la décongestion périurbaine, bastiaise-ajaccienne et en Balagne, avec la question, évidemment, de la décarbonation, avec la question, évidemment, du coût d'usage pour les Corses, du temps de parcours. Et puis, je rappelle qu'on va réviser le PADUC et que la question du plan d'intermodalité fera l'objet des éléments de révision entre services publics ferroviaires, exploitation infrastructure, services publics routiers, lignes scolaires et lignes de désenclavement de services publics routiers autocaristes avec les vallées de l'intérieur, pour créer des connexions et des schémas en respectant évidemment et en concertation avec les comités de communes qui sont pour beaucoup autorités organisatrices de mobilité, d'arriver enfin à un schéma de mobilité et un plan d'intermodalité dans lequel le ferroviaire, par cette montée en puissance, aura toute sa place pour l'avenir des déplacements des Corses sur le territoire, au service de l'aménagement du territoire et du coût d'accès, donc du pouvoir d'achat de la mobilité, notamment pour les personnes âgées et les jeunes, entre autres, dans le territoire. Donc on est bien dans cette dynamique-là pour répondre sur les inquiétudes sur le matériel roulant et sur la question des financements, la BEI étant même très
on va dire, prise et heureuse d'avoir ce partenariat avec la collectivité, qui était la seule collectivité sur laquelle elle n'avait pas de partenariat, ni sur les lycées-collèges où ça a commencé, ni sur les autres infrastructures, et non une dynamique d'ingénierie qui se met en place, qui est multifactorielle et qui associe évidemment, et surtout les PIC et ses personnels et ses directions, parce que ça fait partie des éléments de réussite. Et moi, j'ai plutôt bon espoir que l'on arrive à avancer le calendrier, arriver à faire en sorte de matérialiser plus rapidement que prévu ces matériels roulants. Donc ça, c'est un élément important à votre connaissance. Sur l'ensemble des autres domaines, il est évident que la question du fret fait l'objet d'études internes, collectivité EPIC. La question du fret est un élément structurant pour lequel, nécessaire, fondamental, sur lequel il faut se pencher et qui justifie la montée en puissance de ces investissements. Nous sommes d'accord là-dessus, totalement, à la fois pour des raisons d'évidence liées à ces investissements qui sont des investissements structurants de long terme, des éléments économiques et sociaux liés à la Corse en général, au désenclavement et au coût de distribution dans les territoires. Donc oui, ce sont des éléments dans le fonctionnement de l'exploitation qui sont discutés à travers des études avec l'EPIC, et il y aura des évolutions sur ce sujet. Sur la question de, même si c'était, mais on est en dehors de ces rapports, mais puisque ça a été évoqué par plusieurs élus ici, de la question de la vision à long terme de la plaine orientale. Je vous rappelle que nous avons présenté déjà une étude à cette Assemblée à la session précédente, une AMO, notamment avec le CEREMA, partenaire aujourd'hui, puisque nous sommes adhérents du CEREMA, qui nous permet de mobiliser en quasi-régie le CEREMA, mais pas qu'avec le CEREMA, sur l'intermodalité et rail-route, notamment jusqu'à, je dirais, au Mourianic, avant de passer à l'étape de l'étude future. Cette volonté, elle est indispensable quand on se projette sur la modification des infrastructures en cours sur le long terme, y compris des infrastructures portuaires, y compris sur la question de la croissance démographique et des flux. Et il est évident que la plaine orientale, nous sommes d'accord sur le constat, en termes routiers, n'est pas le même objet que Bastia-Ajaccio ou Ajaccio Pobria-Portivecchio, pour différentes raisons qu'on a déjà évoquées dans cette Assemblée. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'opérations, de créneaux de dépassement que vous avez adoptés ici, soit qui ont été réalisés, soit qui sont en cours. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Vitsavone ou à Tavere, par exemple, qui seront permis aussi entre Vitsavone dans la partie nord. Donc on aura Bastia-Ajaccio un certain nombre de réalisations à vue d'œil qui permettront des créneaux de dépassement, qui permettront d'avancer en termes routiers. Ça sera le cas aussi entre Ajaccio et Portivecchio, par exemple les créneaux de dépassement de Rocapina qui sont programmés au PPI dans un temps rapide, par exemple. Donc il y a eu des évolutions déjà et il y en aura d'autres qui amélioreront la sécurité et la fluidité de transport. C'est moins le cas, même s'il y a des investissements routiers, sur la question de Bastia à Portivecchio. Moins le cas pour différentes raisons physiques et structurelles, sur lesquelles il ne faut pas avoir de déni. C'est pour ça que nous avons fait adopter le classement des voiries à grande circulation à cette Assemblée par rapport à la réglementation sur l'urbanisme et les entrées et les sorties. C'est un élément important réglementaire dont s'est dotée la collectivité dans ce cadre. Et le deuxième volet, sans vouloir vendre du rêve, pour une volonté politique et administrative et technique et une motivation grande, c'est d'aller sur ce sujet rail-route sur la plaine orientale. Donc là, on ne va pas développer, mais l'AMO a été lancée, il y aura des études, il y aura des comités de pilotage, et évidemment, associera l'EPIC, bien sûr, parce qu'il y aura une exploitation passager, ferroviaire, avec y compris un volet de modèle économique et une croissance, et une complémentarité rail-route, avec une volonté de financement qui sera trouvée dans un modèle particulier pour essayer d'avoir le degré de maîtrise le plus haut dans le long terme d'un phasage technique et économique qui nous permette d'accomplir un projet de transformation par étapes, progressif, qui revient et fait une réappropriation nécessaire sur ce linéaire et qui donne une solution. Dans la solution, il y aura d'autres solutions. Je dirais, à l'heure des navettes maritimes, vous aurez ces solutions-là apportées, mais je ne vais pas alourdir le débat sur ces questions-là. Voilà sur l'aspect des principales questions. Sur le sujet de la volonté politique de croiser à la fois la volonté de décarbonation et la volonté sociale de l'investissement dans le train, c'est une évidence. Pour revenir à ce que disait Xavier Luciani, oui, par les temps qui courent, on voit bien que être maître de cette évolution pour arriver à des résultats, y compris pour des raisons d'opportunité de financement aujourd'hui sur la décarbonation, qui sont peut-être plus simples à chercher qu'on ne le pense si on s'y insère. Oui, il faut voir aujourd'hui la modernité du train à l'aune du contexte que l'on vit.
chaque jour de manière internationale et la dépendance à des événements extérieurs. Oui, sortir du diesel pour prendre l'export, oui, c'est une modernité. Oui, c'est aujourd'hui appréhendé peut-être socialement et politiquement mieux qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, on ne rit plus du train en Corse. Au contraire, on est fier de son train, je crois. On est fier de ses personnels et on est fier de l'évolution de l'utilité de ce train. Aujourd'hui, quand on parle à des Bassiers, des Ajacciens, qu'on pourrait arriver en centre-ville facilement par le train, ben les yeux s'ouvrent. Ils disent quand est-ce que ça va arriver, hein? Quand on parle d'une halte éventuelle au palais de justice, les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a bien une appréhension de l'investissement sur l'infrastructure, parce que s'il y a d'autres villes, ça a été rappelé par Josépha, hein, dans les aménagements de territoire, d'autres villes où les choses se voient quand on va à l'extérieur en Europe, et on voit bien l'utilité. Donc il y a bien un intérêt, c'est à nous d'être mobilisés et déterminés sur cette question de manière forte. Je crois que ça, c'est vraiment important. Moi, je voudrais simplement aussi ici, encore une fois, saluer le travail réalisé déjà à travers la réforme statutaire qui a été adoptée, et la montée en puissance, c'est une montée en puissance avec un travail qui se voit, interne à l'EPIC, mais aussi qui se voit avec les directions de la collectivité pour les programmations des investissements, trouver des solutions, et des solutions techniques et financières. Ça se voit, ça se sent, ça se lit, y compris dans les rapports. Une transmission et une réappropriation, ce sont les mots de Hyacinthe, hein. Oui, transmission et une réappropriation, c'était pas il y a 20 ans comme ça, aujourd'hui ça l'est, c'est incarné. Ce changement dans le ferroviaire, il est incarné politiquement, il est incarné socialement, il est incarné en direction. Donc il faut aussi dire quand ça va, hein, et lorsque les mouvements ont été accomplis, ils sont en train de s'accomplir en lien en relation avec l'apprentissage, avec l'université. On part de loin, de très loin, c'est un terme qu'on reprend, oui, on part de loin, de très loin, mais on commence à voir maintenant la vision que tout ce qui a été fait en RH et maintenant en investissement nous permet d'arriver, sans jeu de mots, au bout du tunnel d'un changement, d'un choc ferroviaire qui commence par étapes et qui va arriver dans pas longtemps. Donc ça, c'est important de le traduire. Après, pour les questions de décarbonation liées à l'hydrogène ou à ce genre de sujet, il y aura des évolutions et des réunions prévues, y compris avec des opérateurs, hein, sur les évolutions techniques. Aucune porte fermée, simplement un phasage par rapport à des études déjà réalisées en cours sur la décarbonation. Sur les questions posées plus pratiquement et prosaïquement par notre ami Didier, pour Calvi, bon, tout d'abord, en termes de dialogue, aucun problème, on ira à Calvi. D'ailleurs, y compris pour traiter d'autres sujets, comme le port, comme d'autres aménagements, comme on ira dans d'autres endroits. Hein. Il y a je sais que le président consécutif s'est rendu à Portivé pour un sujet routier. Je n'ai pas pu me rendre présent, mais il y aura d'autres sujets à Portivé. Il y a aussi des sujets de plan d'entrée de ville à Ajaccio ou sur la question des infrastructures. Donc, évidemment. Mais sur les questions plus pratiques, bon, d'abord, je pense que c'est quand même important de souligner qu'on y est enfin dans la rénovation des gares de Calvi-Lise, qu'elle commence, que la volonté politique et technique est affirmée et que les travaux vont débuter. Donc c'est quand même pour la Balagne, en plus de ce qui a été précisé avec la commande centralisée par Hyacinthe, un avantage qualitatif qui arrive, qui est fort et qui est important. Sur la question des sujets plus liés à l'ouverture extérieure, j'avais cru comprendre que c'était la mairie d'abord qui avait demandé l'ouverture extérieure dans un comité de pilotage en juin 25, sur ces questions de sécurité posées par les inquiétudes de l'ouverture extérieure. Donc, dont acte sur cette question-là, d'une question posée où on reviendrait peut-être sur la question de la sécurité, mais on n'a aucun souci à revenir en discussion sur la volonté d'aménager pour la sécurité. Sur la question des appartements, ils vont être libérés. Il y a une discussion avec les agents en cours. Hein. Il y a un calcul de primes et d'autres éléments qui sont en discussion interne, mais il y a bien un dialogue opéré aujourd'hui qui existe. Et puis, plus globalement, il y a une réflexion globale sur les logements qui sont discutés avec l'EPIC et les cheminots à l'échelle de la Corse. Voilà ce que je veux dire. Remercier aussi Pierre Jonga pour ces éléments-là et ces solutions techniques, hein, sur lesquelles qui feront partie du débat. J'ai essayé de répondre de manière transversale et aussi remercier à Cathy, Josépha, Paul Félix, y compris Xavier Luciani, sur le sentiment positif sur les rapports, hein, au-delà des questions sur le plan oriental où il me semble que j'ai répondu pour partie, et sur le fret et sur la décarbonation. Voilà, donc je crois que c'est un sujet qui fait l'objet d'une convergence politique et une vision qui s'harmonise. Et c'est tant mieux. Maintenant, il faut avancer. Ringrazio.
ringraziabi, Gio Presidente. Allora, Emma Buda. Bodo contro. Alors, sur le 129. Ah, ci sono 4 rapporti. Allora, principiamo con il primo rapporto, quello annanta a rinnovazione di Ubonte d'Asco, 129, bodo contro, non partecipazione, astensione, boda appro, all'unanimità, vi ringrazio. Il rapporto 131 annanta l'operazione di rinnovazione di 2 rame AMG 800, bodo contro, non partecipazione, astensione, boda a favore, all'unanimità, torna. Cartolare 132 annanta modernizzazione di gare di Galve e di l'Isola, bodo contro, non partecipazione, astensione, boda a favore, all'unanimità. Il cartolare 135 annanta rinnovazione di Aia e di Wallast nanta linee periurbane di Ostia, Iaccio e Balagna, bodo contro, non partecipazione, astensione, appro, all'unanimità. Vi ringraziamo e salutiamo Dorna. E con personale che si rallegra di un lavoro da fare per l'anno bene. A ringraziarmi a Beggi. Allora, Emma cambia appena l'ordine di un giorno, Emma passa il rapporto a Nanta SNSM e se possibile da consento ci sono 2 possibilità, sia continuiamo a seguire l'ordine di un giorno e ne abbiamo a 4 ore manco, sia facciamo passare a SNSM il rapporto nanta l'attività e il GIRTEC e musione e finimo verso 2 ore. Tocca a voi di dirmi a vostra preferenza. A seconda, si è piuttosto per a seconda, allora continuiamo a lavorare e finimo forse verso 2 ore. Bistem assente, ma consigliere, scusate. Ringraziabi Presidente, cari colleghi. Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter me tient particulièrement à cœur car il est le fruit de discussions particulièrement riches et constructives avec l'ensemble des acteurs de la SNSM. Je veux le dire aussi avec transparence, lorsque j'ai hérité de ce dossier en 2025, la situation n'était pas simple et certaines incompréhensions fortes s'étaient installées et chacun mesurait les attentes fortes qui existaient de part et d'autre. Nous avons fait le choix du dialogue, du respect mutuel et de la responsabilité. La collectivité de Corse souhaitait disposer de garanties sur la mise en œuvre de ce partenariat et la SNSM avait besoin de visibilité pour préparer son avenir. Ensemble, nous avons su dépasser les incompréhensions et construire un cadre de confiance. C'est le cœur de ce rapport. Je crois que nous pouvons collectivement nous féliciter du chemin parcouru. Ce travail partagé nous permet aujourd'hui de proposer dans cet hémicycle un cadre nouveau, plus ambitieux et surtout plus sécurisant pour l'avenir. Je voudrais saluer mes prédécesseurs et le travail accompli autour de ces dernières années. En effet, depuis 2018, vous le savez, le soutien de la collectivité de Corse apporté à la SNSM n'a jamais faibli. Plus de 2 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour accompagner le renouvellement de la flotte et les équipements de secours de plusieurs stations corses. Je souhaite également saluer ici solennellement le président de la SNSM, M. de Oliveira, ainsi que l'inspecteur général méditerranéen, M. Nicolas Renaud, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous avons construit ces derniers mois ce dialogue important. Mais chacun le sait, donc, intervenir année après année, dossier par dossier, dans une logique de financement ponctuel, ne permettait ni à la collectivité de Corse, ni à la SNSM de disposer de la visibilité nécessaire pour construire l'avenir. C'est précisément tout l'intérêt de ce rapport et de la convention pluriannuelle que nous vous proposons aujourd'hui. Dans un contexte budgétaire parfois, vous le savez, contraint pour l'ensemble des politiques publiques,
nous faisons un choix politique clair, fort, celui de maintenir notre soutien à une mission qui touche directement la protection de la vie humaine et sa sécurité. Nous apportons à la SNSM une visibilité financière sur plusieurs années. Nous lui permettons de planifier ses investissements, d'anticiper le renouvellement de ses équipements et de maintenir à un très haut niveau la préparation opérationnelle. En retour, la SNSM s'engage davantage dans une logique territoriale renforcée. Cette convention n'est donc pas seulement un simple soutien financier, c'est un véritable partenariat stratégique entre nous, la collectivité de Corse, et un acteur majeur de la sécurité maritime, la SNSM. La collectivité de Corse mobilisera donc ainsi 1,4 million d'euros sur la période 2026-2029 pour accompagner 4 opérations structurantes, la construction d'un nouveau canot tout temps pour la station de Calvi, la construction d'une vedette légère pour la station de Taverne et la modernisation du canot tout temps de Maginagne, ainsi que le semi-rigide de Propria. Cette convention prévoit également une meilleure structuration de la maintenance des embarcations sur notre territoire, le développement des compétences techniques des sauveteurs et un renforcement des coopérations avec les acteurs maritimes corses, ainsi qu'un meilleur suivi de l'activité menée sur notre île grâce à des indicateurs que nous partagerons. J'insiste sur un point important. Nous avons souhaité que cette dynamique bénéficie davantage à notre tissu économique corse. Lorsque cela est possible, les opérations de modernisation, de maintenance, de carénage devront pouvoir mobiliser les entreprises corses et les savoir-faire présents sur notre territoire. À travers ce rapport, nous faisons bien davantage qu'acheter des bateaux ou financer des équipements. Nous investissons dans la sécurité des Corses et de celles et de ceux qui nous font l'honneur de venir visiter notre île. Nous investissons enfin, et c'est important, dans une relation de confiance renouvelée entre nous, collectivités de Corse, et un partenaire essentiel de l'action publique. Aujourd'hui, la réalité géographique de la Corse nous impose des responsabilités particulières. Nous avons le devoir d'accompagner celles et ceux qui, chaque jour, veillent sur notre espace maritime et assurent une mission d'intérêt général absolument essentielle et indispensable. C'est le sens du partenariat que nous vous proposons. Enfin, pour conclure, je souhaite avoir une pensée particulière et je pense qu'elle sera partagée pour l'ensemble des femmes et des hommes qui, au sein de la Société nationale de sauvetage en mer, consacrent une partie de leur quotidien, de leur vie, à sauver celle des autres. Dans une île où près de 1000 km de côte, où la mer est parfois un héritage, une richesse et un espace de liberté, mais où elle peut devenir aussi un espace de danger et où chaque minute d'intervention compte. Chaque année, vous le savez, des milliers de plaisanciers, de pêcheurs, de professionnels de la mer, de visiteurs, de baigneurs fréquentent notre littoral. Et chaque année également, grâce à l'engagement exceptionnel des bénévoles, car il s'agit de bénévoles, des vies sont sauvées, des familles sont épargnées et des drames sont évités. Je veux donc saluer solennellement l'ensemble des sauveteurs bénévoles des 10 stations de Corse. Leur dévouement, je pense, force le respect. Ils répondent présents jour et nuit, parfois dans des conditions particulièrement difficiles, avec un courage, une compétence et un sens du devoir qui sont exemplaires. À travers ce rapport, comme je l'ai dit précisément en introduction, nous ne finançons pas simplement des équipements et des embarcations, nous faisons le choix d'intervenir et d'investir dans la sécurité de nos concitoyens et dans la protection de la vie humaine. C'est une exigence de solidarité, de responsabilité, mais aussi d'humanité que nous choisissons aujourd'hui d'accompagner et de soutenir à travers ce rapport. Je vous remercie pour votre écoute. Ringraziabi, c'è un avviso della Commissione di Sviluppo Economico. Alors, M. Paul-Joseph Caïtou lui a souligné le travail considérable mené par la SNSM à l'échelle du territoire et par l'ensemble du tissu associatif, lequel est le plus souvent animé par des bénévoles, comme relevé par Madame la Présidente Nadine Nivea-Johnny. La Commission a émis un avis favorable, non-participation du groupe Unsofiunov, de Madame Josefa Giacometti Pireda, absence des groupes Corim Front, Avancem et de Madame Giulia Tiberi. Merci Madame la Présidente.
Alors, on le sait tous ici, la mer est une richesse pour la Corse. C'est aussi une passion qui parfois peut être dévorante. Elle impose ainsi des responsabilités et aussi de la sécurité. L'intensification des activités nautiques, l'importance du trafic maritime et la forte fréquentation de notre littoral qui accueille plusieurs millions de visiteurs chaque année rappellent cette nécessité de disposer de moyens de secours modernes et présents sur l'ensemble du territoire. Alors, le secours en mer, ce n'est pas un accessoire, il constitue une mission essentielle de sécurité publique et aussi de service public. Derrière chaque intervention se trouvent des bénévoles engagés qui, souvent, dans des conditions difficiles, de nuit comme de jour, parfois dans des conditions de mer assez terribles, répondent présents pour protéger des vies humaines et assurer la sécurité de tout le monde. À titre personnel, pour être moi-même régulièrement en mer, je sais combien la sécurité ne doit jamais être considérée comme acquise. J'ai eu affaire à la SNSM il y a quelques années et je peux vous garantir que quand on les voit arriver, on est bien content qu'ils soient là. Lorsque les conditions se dégradent ou qu'un incident survient, on est tous très contents de pouvoir compter sur ces sauveteurs qui sont formés, c'est très important la formation, équipés et aussi disponibles. Et c'est précisément ce rôle que remplit la SNSM avec professionnalisme et dévouement. Elle accomplit en Corse un travail remarquable. Les 10 stations, comme vous avez dit, Madame la Présidente, assurent une présence indispensable sur l'ensemble du littoral. Le maillage est très important et ça participe chaque jour à la sécurité des plaisanciers, des pêcheurs professionnels et tous les professionnels de la mer et de l'ensemble des usagers de notre espace maritime. Il y a quelques jours, au large de Sénétos, il y a un navire, un ferry qui a pris feu. Et les différentes stations de Monivazio, Probia et d'autres sont intervenues. Il y avait quand même 848 passagers à bord. Et on voit là l'importance de ce service qu'aujourd'hui on aide avec grand plaisir. Cette convention que nous adoptons donc marque une étape importante. Pour la première fois, il y a un partenariat entre la collectivité de Corse et la SNSM qui s'inscrit dans un cadre pluriannuel, offrant davantage de visibilité et permettant d'anticiper les investissements nécessaires au renforcement des moyens de secours en mer. Les 1,4 million d'euros mobilisés par la collectivité de Corse contribueront à moderniser les équipements et à renforcer durablement les capacités opérationnelles de toutes les stations de Corse. Alors, je voudrais saluer le travail remarquable de la station SNSM de Probia, sans faire de campanilisme, qui est dirigée par Antoine-Jean Gianetti, qu'on ne présente plus ici. C'est une micro-région très fréquentée. Les bénévoles du Valink accomplissent au quotidien une mission essentielle avec le centre de formation qui est basé à Propriane, avec beaucoup de disponibilité et de dévouement. Je voudrais saluer aussi M. Toussaint Raymond, qui est délégué départemental, qui depuis des années maintenant assure un travail formidable avec énormément de dévouement. Et à travers eux, aussi remercier tous les sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer présents en Corse. Leur engagement fait honneur à notre île et mérite toute la reconnaissance de la collectivité de cette Assemblée. Cette convention est bien plus qu'un soutien financier, elle constitue une marque de reconnaissance de la collectivité de Corse envers eux. Allora a tutti i volontari di SNSM voglio dire semplicemente a ringraziarvi a tutti. A ringraziarvi. A ringraziarvi, Santa Duval, scusate, per sbaglio. C'est pas grave, on a l'habitude. Je vous remercie. Moi, je souhaite profiter de ce rapport pour rappeler un rôle absolument essentiel de la SNSM, en particulier durant la période estivale. Il s'agit d'un partenariat précieux qu'il convient de préserver et de renforcer dans l'intérêt de l'ensemble des usagers de notre littoral, qu'ils soient touristes ou résidents. Cela se traduit par des actions concrètes inscrites dans la Convention cadre qui court jusqu'en 2029, notamment 4 projets d'acquisition ou de réhabilitation d'embarcations destinés aux opérations de sauvetage sur les 10 sites que compte la SNCM. Comme vous l'avez dit, ces opérations représentent un investissement global de 3,5 millions d'euros, dont 1,4 million d'euros de subventions, soit une prise en charge de 40%.
Sans ce soutien financier, la structure ne serait pas en mesure d'assurer pleinement ses missions et de surveillance et de sauvetage. Au-delà de ces interventions en mer, la SNSM intervient également lors de nombreuses manifestations afin d'apporter son concours pour renforcer la sécurité, et elle dispense également des formations aux gestes de premier secours. Je tiens donc à saluer le travail remarquable des bénévoles et des équipes de la SNSM, ainsi que la qualité des partenariats établis avec les différentes institutions qui contribuent chaque été à sauver des vies. Je souhaite enfin leur exprimer une nouvelle fois, toute ma gratitude, mon soutien le plus sincère et comme l'a dit François, un immense bravo à l'ensemble des équipes de la SNSM pour leur engagement, leur dévouement et leur courage exemplaire au service de la population. Je vous remercie. Grazie. D'altre domande di parola? Nessuno? Paul Guastano. Merci Madame la Présidente. Non, très simplement, c'est une question. La réputation de la SNSM n'est plus à faire, leur dévouement par tous les temps, etc., etc. Tout ça a été dit et elle a besoin de notre soutien. Le problème, c'est que quand j'ai vu le tableau d'affectation financière, j'ai une question simplement. Quand on connaît le coût des besoins, les bateaux, les semi-rigides, les vedettes, etc., je pose la question, est-ce que tous ces postes ont été négociés avec la SNSM ou c'est simplement une enveloppe globale qui ensuite a été répartie? Est-ce que la SNSM a exprimé elle-même ses propres besoins matériels, donc financiers? C'est une simple question. Oui, d'abord, merci à Madame Duval et à Monsieur Sorba pour leur intervention. Je pense que justement, ce qui est nouveau et ce qui consolide aujourd'hui cette institution qu'est la SNSM et toutes les personnes bénévoles qui la font vivre pour nous marins, mais pour aussi d'autres marins qui viennent en Corse. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a des gens qui sont sur les bateaux qui ne sont pas marins du tout aussi, ça pose des problèmes aussi aux bénévoles. Dire que justement nous avons travaillé de façon très étroite avec la SNSM, ce qui a permis de les accompagner. Notre choix a été vraiment de les accompagner sur un partenariat triennal. Et je pense que c'était important pour eux et c'était important pour nous aussi d'un point de vue budgétaire parce que nous avons une vision sur les 3 ans. Et bien entendu, pour répondre à M. Coastan, le travail a été fait entièrement avec la direction et avec M. Renaud particulièrement que j'ai salué, que je resalue. On a fait un travail très fin et nous répondons à leurs attentes. Et c'est eux qui ont travaillé avec les différentes stations aussi de Corse sur les besoins à moyen, court et long terme. Parce que vous savez qu'en plus, ce ne sont pas les mêmes bateaux. Voilà. Il y a des bateaux de haute mer, d'autres des embarcations plus petites, avec la vétusté des bateaux. Donc il y a vraiment, j'allais dire, c'est du cousu humain. Et je pense que ce qui rassure tout le monde et ce qui va rassurer aussi les bénévoles, c'est de savoir qu'il y a ce partenariat et cette convention triennale. Donc on a une vision, eux ont une vision aussi. Et je pense que tout le monde est gagnant et surtout ceux qui ont besoin de secours en mer. Voilà, Madame la Présidente. Presidente, passiamo o rapporto d'attività o vemo passare dopo mezzogiorno? Perché chi uscirtec ha da passare a 2 ore e mezzo dopo mezzogiorno. Il Presidente, il consigliere esecutivo Simeoni la dava passare un po' mica innanzi. Allora, chi fa? Io sono pronta a farlo passare allora, passiamo a un rapporto d'attività. Viste Massin. Ringrazio, signore Presidente. Alors, un rapport d'activité, d'ailleurs, qui se situe dans le prolongement, y compris des débats budgétaires que nous avons eus hier. C'est un rapport dense que vous avez, j'espère, pu consulter, plus de 140 pages. Je les ai listés, plus de 20 compétences, des dizaines de politiques publiques, des centaines de missions qui démontrent bien que cette collectivité travaille et ces agents, on en parlait hier, c'est plus de 4000 agents de travail au quotidien. Les chiffres aussi nous le rappelaient, c'est 1,4 milliard de dépenses.
On l'a aussi dit hier, les dépenses d'investissement au sens large, dans l'investissement en termes matériels, mais aussi l'investissement, bien entendu, sur des vraies politiques publiques nécessaires au service de l'humain et de notre peuple. Donc je voulais le dire parce que c'était important que vous compreniez que je ne vais pas balayer là l'ensemble des missions qui figurent dans ce rapport. Simplement vous rappeler que nous intervenons sur des champs d'action donc très larges, le social, la santé, l'éducation, la jeunesse, la formation, la lingua gorza, la culture, le patrimoine, le sport, l'eau, l'environnement, l'énergie, les déchets, les bâtiments, les EPLE, l'aménagement du territoire, le logement, les routes et chemins de fer, on en a parlé ce matin, le numérique, le développement économique, l'agriculture, le tourisme, la pêche, l'Europe, la Méditerranée, et je n'oublie certainement. Donc on est bien une collectivité qui est mobilisée avec des dispositifs engagés, des décisions prises et des investissements programmés. Je veux simplement, pour l'année 2025, essayer à travers les orientations et les exemples que je vais vous prendre, donner aussi le cadre politique de notre intervention, notamment en 2025, avec 4 axes principaux. La maîtrise et le soutien du développement au territoire, nous en avons largement parlé hier. La politique massive, 180 millions de soutien aux politiques territoriales, avec en 2025 un événement quand même relativement important, la révision du règlement d'aide aux communes et d'aide au logement. Nous en avons là aussi débattu régulièrement, avec ce principe de réserve stratégique dans une finalité de mieux maîtriser notre foncier et de protéger les terres agricoles. La PPI, ça a été dit aussi ce matin, Strade et Treno, aussi bien sur la PPI routière, les investissements programmés que sur le train, vous en avez largement parlé précédemment. Simplement vous dire que derrière tout ça, il y a aussi des enveloppes budgétaires, nous en parlions hier, c'est une centaine de millions chaque année qui sont investis, certainement que le besoin va au-delà, mais ça reste une priorité pour notre collectivité. Le deuxième point, c'est le modèle de développement économique maîtrisé et choisi pour que la richesse produite en Corse bénéficie avant tout à la Corse et aux Corses. En 2025, il y a eu la création de l'établissement public de commerce et d'industrie de Corse, outil stratégique. Nous étions propriétaires de nos infrastructures, nous en sommes aujourd'hui officiellement maintenant les gestionnaires. Ça donne aussi un cadre et une vision politique sur les enjeux stratégiques de la Corse, et la nécessité que notre collectivité, en tout cas que la puissance publique, puisse les piloter. Le soutien aux entreprises aussi est important dans une période, ça a été dit hier aussi, économiquement qui se tend. Il est important d'être aux côtés de nos entrepreneurs et nous le sommes. En 2025, nous avons soutenu par des aides indirectes, c'est-à-dire en mobilisant des outils financiers, plus de 13 millions et nous avons aussi mobilisé plus de 10 millions en aides directes pour nos entreprises et surtout pour nos TPE. De la même façon, le label Green Destination qu'a obtenu l'ATC, ce n'est pas juste un label, c'est aussi une traduction d'une volonté et d'une trajectoire politique. Tourisme maîtrisé, un tourisme désaisonnalisé, un tourisme qui préserve notre patrimoine, notre environnement et notre identité. Et enfin, même si c'est un symbole et que j'y suis très attaché, en 2025, nous avons lancé, en tout cas, nous avons créé la Ski Corrèze, et je pense qu'au-delà de cette entreprise, c'est la vision aussi du développement territorial de l'intérieur et des zones de montagne que nous portons à travers ce projet-là, qui démontre que même dans ces territoires, on peut créer de l'activité et de l'emploi, mais au-delà de la performance économique, avec des retombées qui profitent aussi, bien sûr, aux salariés, mais bien entendu aussi et nécessairement au territoire et aux communes de ce territoire. Le quatrième point, c'est l'impegno a pro di acquisizione di un popolo corso. Alors, 2025 a été marqué par des événements qui ne sont pas de simples commémorations, vous le savez, veri puntelli di nostra storia et di lotta nazionali, le tricentenaire de la naissance de Pasquale Baoli, la commémoration des 50 ans d'Aleria et la démarche Cittadella 21.
Questi avvenimenti rammentano ciò che faccia di noi un popolo. La storia, una lingua, una coscienza collettiva, una memoria politica, una unità di dignità, di rispetto, di sviluppo et de liberté. C'était important aussi que ce soit signalé parce que je crois que ça reflète aussi l'engagement de notre majorité. Enfin, quatrième et dernier point, l'institution efficace qui se projette sur l'autonomie. On le dit souvent, le travail que nous produisons aujourd'hui, c'est aussi un travail de préparation pour la course autonome de demain, notamment en travaillant sur la réforme de notre administration pour construire une administration de mission, une administration de combat plus lisible, plus efficace, plus proche des territoires, plus transversale. Et ce travail-là, nous le faisons bien sûr dans un dialogue social permanent et constructif. Je terminerai simplement en vous disant que l'année 2025 a bien démontré que nous ne sommes pas dans l'attente. Nous agissons au quotidien, nous construisons pour la mise en œuvre des conditions politiques, administratives et démocratiques d'une Corse autonome. Ringraziarvi. Allora, non c'è mica avviso di Diego Missiò. Quale chi vuole intervenire? Nimo? Tutto il mondo ha fame? Alors, Joseph Savelli. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, je ne vais pas entrer dans le détail des investissements, ils sont importants et surtout, ils sont visibles. Une route entretenue, une voie sécurisée, un établissement scolaire modernisé, chacun peut en mesurer l'impact. Mais comme l'a fait le Président, je voulais d'abord rappeler un point essentiel. Le rapport d'activité qui nous est présenté est la traduction du compte financier unique que nous avons abordé hier. C'est sa déclinaison opérationnelle. Le CFU fixe les orientations politiques. Le rapport d'activité montre comment elles sont exécutées, comment elles deviennent des actions, des réalisations, des services rendus aux Corses. À ce titre, il convient de remercier et d'encourager l'engagement des équipes de la collectivité qui portent ces politiques publiques au quotidien avec sérieux, constance et sens du service. Le président du Conseil exécutif l'a rappelé hier, les investissements sont en baisse, autour de 300 millions d'euros en 2025 contre 330 millions d'euros l'année précédente. Cette baisse n'est pas un recul, elle traduit une volonté de maîtrise, de priorisation et d'adaptation à un contexte budgétaire exigeant. Et malgré cela, les investissements restent significatifs. À titre d'exemple, sur le réseau routier, nous avons entretenu, sécurisé et modernisé un patrimoine de plus de 5000 km de voirie. Les opérations les plus structurantes concernent la pénétrante est d'Ajaccio, la voie nouvelle Bastia-Foriagne, les créneaux de dépassement, la modernisation des infrastructures ferroviaires et plusieurs sécurisations de carrefours et traverses. Sur les établissements scolaires, l'effort demeure soutenu avec des crédits votés et mandatés à un niveau très élevé et des taux de réalisation qui sont exemplaires. Ce sont des investissements visibles, concrets, qui structurent durablement le territoire. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de ce qui se voit moins, le fonctionnement. Parce qu'une route entretenue ou un lycée rénové, tout le monde peut le constater. En revanche, l'accompagnement social, la prévention, l'accès aux droits, le soutien à l'autonomie, ce sont des actions qui ne sont pas toujours visibles dans l'espace public, en dehors de celles et ceux qui en bénéficient directement. Et pourtant, ce sont ces actions-là qui disent le plus clairement ce qu'est une politique publique. Et dans ce fonctionnement, il faut distinguer deux réalités. Il y a d'abord une part de dépenses que nous subissons, parce qu'elles relèvent des compétences générales de la collectivité, qu'il s'agisse de l'APA, la PCH, le RSA ou les allocations obligatoires. Ces dépenses augmentent chaque année, sans compensation intégrale de l'État, et pourtant nous les assumons. Nous les assumons parce qu'elles relèvent de nos responsabilités, parce qu'elles touchent à la dignité des personnes, parce qu'elles sont indispensables à la cohésion sociale. Et puis, il y a une autre part du fonctionnement, celle qui relève d'une vision politique, d'une commande politique. C'est la politique sociale en propre, l'insertion, l'autonomie, la prévention, l'accompagnement, les dispositifs innovants et les actions de terrain. Là, nous ne subissons pas, nous choisissons. Nous choisissons d'investir dans l'humain, dans le parcours de vie, dans la solidarité, dans la capacité de chacun à avancer.
Parce que dans politique sociale, il y a social, mais il y a aussi politique. Et cela signifie une chose simple, une volonté. Une volonté de protéger, d'accompagner, de soutenir. Une volonté de ne laisser personne au bord du chemin. Une volonté de construire une société plus juste, plus solidaire, plus cohérente. Et cette volonté, elle ne se proclame pas, elle se prouve. Elle se lit très clairement dans les crédits votés, dans les crédits mandatés et surtout dans les taux de réalisation qui montrent que ce que nous décidons, nous le faisons. Pour l'axe social, dans son ensemble, ce sont près de 232 millions d'euros de crédits votés pour 230 millions d'euros de crédits mandatés, avec donc un taux de réalisation exceptionnel de 99,41%. En fonctionnement, cœur de la politique sociale, ce sont 228 500 000 euros de votés pour 227 700 000 euros de mandatés. Donc on frôle quasiment les 100% de taux de réalisation. Et derrière ces montants, il y a des réalités humaines. Ce sont plus de 3 000 familles aidées, près de 2 000 bénéficiaires de chèques hygiène et alimentaires, 36 600 000 euros consacrés au RSA, 1 400 000 euros pour les dispositifs d'insertion, 2 100 000 euros pour lever les freins à la mobilité. Et enfin, je veux insister sur l'autonomie, parce que c'est un champ où la collectivité agit avec une cohérence et une ambition remarquables. Les 22 actions du schéma directeur de l'autonomie sont désormais engagées. Amélioration de la qualité de l'accompagnement dans les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées. Soutien aux aidants avec 59 actions déployées dans 23 communes. Création d'un observatoire du bien vieillir. Ouverture de nouvelles structures comme la résidence autonomie de Santa Rebarada. Renforcement de la mobilité des professionnels du domicile. Et une coopération accrue avec la CNSA et l'ARS pour dépasser les logiques en silo. Là encore, ce sont des politiques qui ne se voient pas toujours, mais qui changent la vie des gens. Prendre acte de ce rapport, c'est reconnaître l'ampleur de cet effort financier, la cohérence de cette action et la fidélité de nos engagements. C'est cela la responsabilité d'une collectivité et c'est cela la cohérence d'une majorité. Ringraziavi. Radio, d'altre brezei parola, Véronique Arrig. Véronique Edo, Lisa Tramoli. Vi ringrazio. Allora, abbiamo esaminato il rapporto d'attività 2025 della nostra collettività e più particolarmente il capitolo consacrato alla lingua corsa. Abbiamo trovato una lista di dispositivi numerosi, di mezzi mobilizzati, di finanziamenti, il lavoro di commissioni e tant'altro a fare. Ma per me si moltiplicano i dispositivi, i chiama progetti, i finanziamenti, esperienze, i stampilli, formazioni, ma oggi non c'è mica strategia politica linguistica corsa in sua globalità. In due è l'istanza capace di riunire i cercatori, gli insegnanti, la soci, la collettività, l'attore dell'immersione e della trasmissione per analizzare con oggettività situazioni della nostra lingua e costruire una strategia comune. Abbiamo bisogno di un vero arnese di pilotaggio di politica linguistica. L'abbiamo detto più di una volta, forse troppo volte. Ci vuole su loco identificato con mezzi umani e scientifici che permette di lavorare in permanenza nelle sfide della lingua. Per dare un esempio, la crisi concernendo la scuola corsa sarebbe stata interessante avere il peso di un'istituzione ufficiale della lingua per far avanzare le cose. Su loco potrei assicurare parecchie missioni essenziali, valutare l'efficacità di politica messa in opera, elaborare indicatori non il vero stato della lingua, lavorare nei modelli immersivi e bislingui, analizzare i risultati di valutazione della LEI, valorizzare i lavori di ricerca universitari troppo spesso poco sfruttati, accompagnare i comuni impegnati in démarche immersive, produrre arnesi pedagogici e metodologici e soprattutto schiarisce le decisioni pubbliche. Una tale struttura permetteria di mettere in rete
di concertare e di valorizzare l'insieme di competenze e di esperienze esistenti. Scuola corsa, l'insegnamento bilingue dell'educazione nazionale, l'università, i ricercatori, i centri di immersione, i casi di lingue, la soci e i collettività potranno essere integrata in una strategia globale e spartuta. I dispositivi menzionati qui avanzano ognuno con i suoi logici e i suoi mezzi. Oggi ci vuole passare a una tappa nuova. Perché oggi sappiamo quanti soldi sono investiti, quanti dispositivi sono finanziati, quanti insegnanti sono formati, ma non sappiamo mica veramente in dove è la nostra lingua. Non sappiamo mica misurare con precisione le sue trasmissioni, i suoi usi, i suoi progressi o i suoi rinculi. Senza arnesi di osservazioni, senza luogo di riflessione strategica, rischiamo di accumulare azioni senza essere in capacità di misurare gli effetti. Dunque, l'avvenne della nostra lingua merita di più che una successione di dispositivi, domanda una vera governanza linguistica. È una condizione indispensabile per passare da una politica di sostegno a una vera politica di riconquista linguistica. Il rapporto ci dice che il 2026 dovrebbe essere l'anno di una nuova politica linguistica e speriamo sinceramente che il rapporto d'attività 2026 non si contenterà più di va a lista di dispositivi esistenti. Allora, siamo già ben avanzati in l'annata 2026, siamo a fine di un mese di giugno e speriamo che ad cominciare infine il suo lavoro. Speriamo dunque una vera strategia globale, un pilotaggio permanente, una valutazione scientifica di politiche messe in opera e sul luogo identificato, in dove tutti gli attori della lingua potranno lavorare insieme, perché, ripetiamo, la salvezza della nostra lingua un po' viene da qui, portata politicamente dalla nostra assemblea, paese dopo, spartuta da tutti, perché si ne impatroniscono. Vi ringrazio. Elisa Tramoni. A ringraziarvi, allora io parlerò piuttosto di un lato culturale, di suo rapporto d'attività. La cultura è un pilastro essenziale della nostra società, è un testimonio della nostra identità, di ciò che noi siamo, una lei tra passato e presente, tra tradizione e modernità che ci aiuta a costruire la vena. In suo senso, allora che parecchi altri regioni hanno sminuito il budget di petto a cultura, la collettività di Gortiga ha fatto la scelta di mantenerlo per l'esercizio 2025. Durante questo esercizio, una priorità è stata data alla gioventù in termini di accesso alla cultura per via di un pass cultura, di sviluppo dell'insegnamento artistico e di azioni di mediazione, perché oggi un cittadino che ha il diritto di avere accesso alla cultura è un cittadino a quale si dà la fortuna di seguire o studiare passioni e di allontanarsi da guida di tentazioni. 394 di azioni culturali sono stati dedicati allo sviluppo di filiera artistica, in cui il sostegno alle creazioni, la promozione di aggregazioni di maniera locale e di noi internazionali e il sostegno al mondo provvisionale di maniera più larga, per via di temi a progetto, di sostegno ai luoghi di diffusione, di sovvenzioni, di residenze e di borsi, e tutta questa affari favorizza l'emergenza di talenti nuovi e permette agli artisti provvisionali di poter campare e ragionare in Corsica e in altro. È importante dimenticare che l'accento è di stato messo nell'accesso ai pubblici diti svantaggiati. In fin di conto, sono di più di 4 milioni di euro che sono stati consacrati alle creazioni e 5 milioni di euro di budget cultura che sono stati consacrati alla gioventù. Mentre a Radio di Nochi, per ciò che tocca a gioventù, fuori dell'aspetto culturale, la collettività di Gortiga è a sola garantisce trasporti scolari di gratis e partecipa a fare che i ripasti a UCRUS per gli studenti borsieri siano di regalo, pagando una parte. E oggi passi franci ne pidano l'esempio. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Marite Mariotti.
Merci. Il y a quand même un point sur lequel on n'insiste pas assez, ce sont les indicateurs économiques. Alors, il ne faudrait pas que ce rapport soit un peu l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, autour de nous, nous sommes en contact avec des entreprises qui ont des problèmes, toutes. Enfin, en particulier les plus gros secteurs d'activité. Elles ont des problèmes parce qu'elles n'ont pas de visibilité, qu'il y a une baisse générale de la commande publique, il faut le dire. Et aujourd'hui, cette baisse de la commande publique, on a commencé à étudier les derniers ratios connus de la Banque de France, sont quand même, cette baisse est préoccupante. Le monde des entreprises, globalement, est sous tension. Vous savez qu'il y a le remboursement des PGE qui arrive. Vous savez qu'il y a également l'URSSAF qui assigne pour des créances à régulariser et que malheureusement, le niveau des procédures collectives est en forte croissance. On serait à plus de 450 sur toute la Corse. Donc moi, je pense que la meilleure façon d'aider les entreprises, ce n'est pas forcément de leur accorder des petits prêts ou des aides conjoncturelles, j'allais dire. C'est surtout de leur permettre d'avoir de la visibilité sur les chantiers que nous allons tous collectivement mettre en œuvre. Je dis la collectivité, je dis les communes, les intercommunalités, pour leur permettre de avoir de la visibilité. Et alors, honnêtement, je pense qu'il faut qu'on se préoccupe tous, et vous en particulier, sur cet aspect-là du monde économique, car jusqu'à preuve du contraire, ce sont les entreprises qui créent de la valeur. Je vous remercie. Muriel Fahd. Ringraziare Presidente, caro Presidente et cari colleghi. Alors, ce rapport d'activité 2025, c'est bien plus simple qu'un simple rapport administratif, comme l'a si justement souligné Joseph Savel. Ces résultats ne sont pas que des chiffres, ce sont des réalités qui sont vécues chaque jour par nos concitoyens. C'est cette même exigence que je retrouve dans mon rôle d'élu de la majorité et membre actif de plusieurs conseils d'administration et des agences et offices, mais comme vous tous, je peux donc ainsi attester de la dynamique, de la rigueur et de la rigueur qui animent toutes nos agences et offices au quotidien. Les équipes sont vraiment au quotidien sur leurs agences et leurs offices. Et donc ce rapport, c'est le reflet d'une année de travail collectif, d'engagement et de résultats concrets pour notre île. Les axes structurants qui le composent illustrent à la fois la diversité de nos actions et leur cohérence, que ce soit à travers la modernisation de notre administration ou les avancées sociales et environnementales. Chaque page de ce document résonne avec les réalités que nous vivons sur le terrain. Hier, nous avons examiné donc le CFU, le compte financier unique 2025. Je ne vais pas revenir sur un débat qui a été riche et que nous avons tous eu dans l'hémicycle, mais je le tiens quand même à souligner qu'il démontre une transparence exemplaire de notre situation financière. Alors, toutes ces données, couplées aux bilans sociaux et aux rapports thématiques, prouvent que nous progressons ensemble avec une vision à la fois ambitieuse et responsable. Donc, il faut saluer évidemment le travail de tous nos agents et de tous nos partenaires. C'est grâce à leur implication que la collectivité de Corse peut aujourd'hui présenter un bilan aussi solide. Notre île mérite cette exigence et c'est avec fierté que je contribue, mais à mon échelle comme nous tous ici, à cette mission essentielle par la Corse. A ringraziarvi. Vi ringrazio. Pionimo. Allora, Presidente, ben me lascia rispondere. A ringraziare, signore Presidente. Alors, je vais répondre d'abord aux élus de FAPO, pour les remercier, Muriel et Joseph, bien sûr, dans leur analyse plus globalisante d'un rapport d'activité dont je disais tout à l'heure, bien sûr qu'il est extrêmement dense et que je ne suis pas rentré dans le détail des opérations, ils l'ont repris et je pense que c'est important, comme l'a fait Elisa, sur un domaine plus spécifique, celui de la culture.
pour répondre à Mario aussi sur l'aspect économique. Je l'ai abordé, bien sûr, dans mon intervention, de manière certes succincte. Le but n'était pas aussi là aussi de détailler la situation économique. Je l'ai dit, elle se tend, on le sait bien, dû principalement à un choc de crise, crise politique, sociale, économique française, mais aussi internationale, avec, on voit bien, un impact sur les entreprises qui, du coup, je vous rejoins, manque de lisibilité, et c'est important pour les entreprises de pouvoir se projeter, d'avoir un cadre, en tout cas, stable et lisible. Des coûts d'approvisionnement, des coûts de carburant qui augmentent, le pouvoir d'achat en baisse, ce qui impacte donc, on le sait tous, l'activité économique. La commande publique, et vous l'avez signalé aussi, est en baisse, et ça a aussi un impact sur les entreprises, un certain nombre d'entreprises corses qui sont effectivement dépendantes de cette commande publique, parfois, j'ai envie de dire, trop dépendantes de la commande publique, et bien sûr, ça pose aussi un problème certainement de modèle économique, mais les chefs d'entreprise le savent, et ils sont aussi des femmes et des hommes qui maîtrisent, je dirais, la capacité d'adaptation. Nous, pour ce qui nous concerne, nous faisons des choses sur la lisibilité et la possibilité de leur offrir. On en a parlé tout à l'heure, on a présenté un débat sur la politique ferroviaire et la politique des infrastructures routières. Des PPI ont été présentés sur les transports. Nous allons présenter une PPI, je le rappelais hier aussi, sur les EPLE lors du prochain trimestre, certainement septembre-octobre. Il y a une PPI en cours sur l'eau qui fonctionne bien. Il y a une PPI que moi-même, j'ai travaillé au sein de l'Agence de développement économique sur les outils financiers. Donc nous faisons des choses. On ne peut pas dire que nous n'offrons pas un cadre de lisibilité, que la collectivité de Corse n'offre pas un cadre de lisibilité sur la commande publique aux entreprises. Après, l'autre sujet que vous avez abordé, c'est celui du financement. Quand on met en place des outils de financement, nous le faisons bien sûr parce que nous concertons beaucoup avec les chefs d'entreprise et qu'ils nous expliquent qu'ils ont des problèmes de perte d'activité, mais ils ont aussi des problèmes de trésorerie et de décalage de rentrée de trésorerie. Donc les outils que l'on met en place, ce sont souvent des outils de trésorerie qui leur permettent de passer, notamment parce qu'il y a, vous le savez, une activité liée à la saisonnalité, ce cap de saisonnalité. Donc c'est très utile, on le fait essentiellement à la demande des chefs d'entreprise parce qu'en 2025, nous avons avec l'État mis en œuvre une cellule de crise économique et nous travaillons régulièrement. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle réunion avec les services de l'État, avec le monde de l'entreprise, la représentation du monde économique sur ces sujets de difficultés des entreprises. Donc nous faisons des choses et souvent, ce que nous mettons en place, ça l'est avec l'assentiment et à la demande des chefs d'entreprise. Je terminerai par la culture, la langue, pardon, simplement parce que j'avais besoin de quelques précisions. Véronique, vous le savez, ce rapport d'activité, il n'a pas vocation de tracer la politique de la langue pour notre collectivité. Il y a des débats qui sont nombreux, qui ont eu cours dans cette assemblée. Le conseil exécutif en charge de la langue, je crois, présentera là aussi des orientations stratégiques à la rentrée. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait en 2025. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Le label Città Immersive, c'est quelque chose d'important, mais aussi la politique de soutien. Vous avez dit que ça ne suffisait pas, mais elle est importante sur l'éducation immersive. Ça se fait tout aussi bien avec le rectorat sur le public que le soutien à Scola Corse. Et on a vu hier qu'il était décisif et important et que l'on devra non seulement le maintenir, mais peut-être aussi de manière transitoire encore faire un effort supplémentaire, mais c'est important. Nous avons aussi créé en 2025, vous le savez, des directions stratégiques, nous en avons parlé, dont une est dédiée spécifiquement à la langue corse. Donc il y a un service qui est en train de se constituer, qui s'étoffe et qui a vocation, bien sûr, à mettre en place un plan d'action
qui sera bien sûr aussi présenté d'ici, je pense, la fin de l'année pour entrer dans les aspects de concrétisation. Mais je laisserai le président le conseil exécutif en charge de la langue, bien sûr, détailler ses propositions et cette stratégie. Ce n'était pas l'objet du rapport d'activité 2025 à Ringraziav. Allora, scusate, non è mica qui chi Presidente, mica oggi. Vabbè. C'è una presa atti. Emma Biantà a denuda durante sino a 2 ore e mezzo e ci ritroviamo da un momento. 2 ore e mezzo. Vi ringrazio, a dopo.
vi ringrazio. Presidente, vi lasciamo... aspettiamo da... e quasi a sessione Boribia. Dunque, io Presidente, per piacere, appena vi domando la vostra attenzione, appena il silenzio, per piacere. Io Presidente, puede Merci, Madame la Présidente. presentare un rapporto nella convenzione di partenariato tra il gruppamento di interessi
pubblico per la ricostituzione di titoli di proprietà e a collettività di Corsica. Merci. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers de l'Assemblée de Corse, j'ai donc l'honneur de vous présenter le rapport consacré à la convention de partenariat entre le GIRTEC et la collectivité de Corse. Je le fais avec l'autorisation de Julien Paolini, je le remercie. Julien Paolini qui a été une des chevilles ouvrières de ce rapport et de ce travail, avec d'autres personnes auxquelles je souhaite rendre hommage à ce stade liminaire de mon propos. Avant cela, je souhaite souligner que le GIRTEC a été créé par l'article 42 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 et que donc à 2 jours près, nous fêtons l'anniversaire et les 20 ans de cet organisme. Rendre hommage d'abord à Maître Alain Spadoni, qui est présent dans les tribunes, et je l'en remercie bien évidemment, puisque incontestablement, il est le père de cette institution, et je dirais quelques mots des circonstances de sa naissance, celle de l'institution, pas celle de Maître Spadoni, bien sûr, vous l'avez compris. Je voudrais également rendre hommage à Madame Claire Chavigné, la présidente actuelle du GIRTEC, qui a été particulièrement engagée pour faire fonctionner et rayonner l'institution depuis sa prise de fonction, et particulièrement engagée dans la formalisation de cette convention. De la même façon, rendre hommage bien sûr à l'ensemble des personnels du GIRTEC et dire aussi que si cette convention a pu voir le jour, elle le doit à un travail partenarial entre le GIRTEC d'un côté et la collectivité de Corse, et dans le cadre de l'organisation rénovée de la collectivité de Corse, et donc la délégation aux planifications stratégiques et aux transitions sous l'autorité de M. Christophare, et plus spécifiquement la mission Grand Projet et Stratégie foncière avec Mme Mattei, qui est présente dans les tribunes, que je salue, qui a œuvré à ce travail. Et je reviendrai un instant sur la méthode qui me semble extrêmement intéressante. Mon propos sera organisé en 3 parties. Première partie historique, mais très rapide, pour savoir exactement ce dont nous parlons. Une deuxième partie consacrée à la convention elle-même, et puis en forme de transition, une contribution à la réflexion sur ce qui nous attend et ce que pourrait devenir l'outil dont aujourd'hui le principe de la continuation est acquis pour tout le monde. Donc je reviens un instant, et me retournant un instant à ce moment-là vers Maître Spadoni sur les circonstances de la naissance du GIRTEC. C'était la rencontre entre 2 volontés, une volonté politique, y compris celle des nationalistes à l'époque, pas exclusivement, mais y compris celle des nationalistes, de traiter le problème de l'indivision en Corse et des contraintes et difficultés qu'elle générait, mais en rattachant ce traitement des sorties et fins d'indivision à une vision globale, vous le savez, de la maîtrise foncière et immobilière, et notamment déjà à l'époque de la lutte contre la spéculation et la volonté d'organiser, y compris au plan fiscal, la transmission du patrimoine dans des conditions sécurisées. Et puis aussi, et sans doute surtout, une demande du notariat corse, confronté de longue date à un désordre foncier complexe et protéiforme qui l'empêchait de procéder au règlement de nombreuses successions et ainsi de mettre fin aux situations d'indivision frappant nombre de familles et d'héritiers en Corse. Quelques mots pour rappeler que la loi a posé le principe en 2006, mais c'est en fait en 2007, un an plus tard, que le décret d'application est venu organiser le fonctionnement du GIRTEC, un GIRTEC dont la convention constitutive a été signée le 27 octobre 2007,
dans un contexte politique particulier, puisque c'était le moment où s'était tenu à Ajaccio le Conseil des ministres décentralisé sous la présidence de la République à l'époque de M. Sarkozy, qui avait reçu Maître Spadoni en sa qualité de président du Conseil régional des notaires de Corse et de rapporteur général de la commission Badinter en 1989, une commission dont les travaux avaient servi de socle aux grandes évolutions qui ont touché la matière ensuite en Corse. Et donc, au moment de cette convention constitutive de la mise en place du GIRTEC, est abordée également, lors de l'entretien entre Maître Spadone et Nicolas Sarkozy, la question de la prorogation du régime fiscal particulier dit des arrêtés MIO, qui était déjà un enjeu politique à l'époque, et le président de la République, sous le contrôle de Maître Spadone, et ça fait partie de l'histoire, et je me suis amusé à relire les journaux de l'époque en préparant la présentation d'aujourd'hui, le président de la République à l'époque se dit sur le principe favorable, ou en tout cas non hostile, à un transfert de la fiscalité immobilière avec une territorialisation de l'impôt qui permettrait à l'Assemblée de Corse de fixer l'assiette et le montant de l'impôt en matière immobilière. Mais le président de la République, et ça nous renvoie à des débats d'aujourd'hui, dit qu'il ne pourra ou ne pourrait le faire que s'il trouve une majorité, notamment à l'Assemblée nationale. Cette réforme n'a jamais vu le jour. Par contre, le GIRTEC, dans sa naissance et dans son développement, est corrélé, vous le savez, à, d'une part, un objectif de sortie de l'indivision. Il est prévu pour 20 ans, et cette période de 20 ans doit normalement, théoriquement, prévoir de permettre de sortir de la totalité des situations d'indivision, et pendant le temps de la sortie de ces situations d'indivision, on acte le principe de la prorogation du régime fiscal particulier dont bénéficie la Corse, à savoir le régime dit des arrêtés bio, en disant lorsqu'on aura mis à jour le cadastre, on pourra revenir éventuellement à une situation soit du droit commun, soit d'un droit particulier en matière de fiscalité du patrimoine. Donc c'est important de rappeler cette histoire parce que montre bien combien le GIRTEC, qui peut sembler a priori un outil technique, ce qu'il est incontestablement, et un outil technique de qualité, est, dans les circonstances de sa naissance comme de son fonctionnement et de son évolution, étroitement corrélé, à travers la multiplicité des références que je viens d'évoquer, à une question plus globale qui est la situation foncière immobilière en Corse. Déjà à l'époque, la nécessité de sortir de l'indivision, mais le corollaire, comment lutter contre la spéculation, et puis avec en arrière-plan, une réflexion ancienne, de plusieurs décennies, sur un statut fiscal spécifique à la Corse. Et donc je tenais un peu à rappeler ces éléments, parce qu'ils nous montrent aussi combien, y compris les débats les plus récents devant l'Assemblée nationale, empruntent aussi au temps long, en tout cas au temps long en politique, puisqu'on voit que ce sont des combats qui ont été menés et qui ont mûri sur plusieurs décennies. Donc le GIRTEC est créé, 20 ans après, très rapidement dire qu'il a très largement, en tout cas d'un point de vue des résultats qualitatifs, atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Je rappelle qu'il a notamment pour mission la collecte de tous les documents, la scannerisation, l'indexation, la mise en harmonie du cadastre, avec en quelque sorte la reconstitution de tous les éléments qui contribuent à établir la chaîne de propriété, et avec l'objectif de refaire le séquençage ADN lorsqu'il manque un maillon dans cette chaîne de propriété, qu'il s'agisse du titre de propriété, du fichier hypothécaire ou du cadastre. Il s'agit de remettre en concordance l'ensemble de ces trois éléments pour avoir une certitude sur laquelle on peut ensuite valablement régler les successions. Donc simplement un chiffre sur les résultats que je dois avoir par ici. Il y a eu en 20 ans près de 15 000 titres de propriété qui ont été créés,
avec un résultat tout à fait remarquable, sauf que, bien sûr, les situations, je dirais, les plus brûlantes ont pu être réglées, mais il reste encore beaucoup de travail et c'est donc posé naturellement la question de la pérennisation du GIRTEC, dont le principe est aujourd'hui acté, même s'il faudra avoir une réflexion, ce sera la troisième partie, sur ses modalités de financement, éventuellement l'évolution de son statut juridique et quelques questions annexes auxquelles je ferai ensuite référence. Donc voilà en gros la trajectoire. Un mot me tournant vers celles et ceux qui ont participé aux derniers travaux pour dire que lorsque a eu lieu le débat assez vif et posé en termes assez inquiétants, notamment il y a 2 ou 3 ans, sur la pérennisation du GIRTEC qui arrivait au terme de sa mission, tel que le délai fixé initialement par la loi et qui était confronté à un problème de ressources, parce que le financement principal, qui est d'origine étatique, n'arrivait pas, s'est posé la question du bien fondé. Il y a eu des discussions, y compris, on peut y faire référence parce que c'est une autorité publique, certains services de l'État, qui ont développé la thèse selon laquelle le GIRTEC n'avait eu finalement qu'une utilité très relative et que donc il n'était pas utile d'en assurer la continuation. Donc inutile de dire que nous n'étions pas sur cette position, nous étions nombreux à ne pas être cette position, et c'est finalement le choix de poursuivre et de renforcer qui a prévalu, et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Quelles sont aujourd'hui les missions actuelles du GIRTEC? La première des missions, je dirais la mission originelle et centrale, c'est la reconstitution des titres de propriété. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir de saisine directe par des particuliers du GIRTEC et que la demande doit émaner d'un notaire instrumentaire. Et donc l'article 3 de la Convention constitutive du GIRTEC prévoit qu'il lui appartient de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens ou d'en identifier les propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements au service d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet. Donc, article 3, c'est au service des particuliers, créer des titres de propriété. Et puis, dans un temps second, est apparue une mission complémentaire au service des collectivités publiques et de leur information. C'est l'article 4 de la Convention constitutive qui prévoit qu'à titre secondaire, le GIRTEC peut également rassembler les éléments nécessaires à l'identification des propriétaires des biens fonciers et immobiliers en vue d'apporter au service exclusif des personnes et établissements publics les informations nécessaires à l'exercice de leur mission d'intérêt général. Et ça, c'est une base juridique, cet article 4, extrêmement intéressante pour l'ensemble des collectivités publiques. Je vais prendre un exemple et je vais le prendre de façon rapprochée, me tournant vers Dominique Livré, qui bien sûr n'est pas là, ou plus exactement n'est plus là. C'est la convention qu'on a passée entre la communauté de communes du Cielo-Vuprunelli, l'office foncier et le GIRTEC. Et donc, Mme Claire Chavigné qui a beaucoup œuvré avec d'autres partenaires à cette convention. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que nous savons bien, nous élus de l'Assemblée de Corse, et celles et ceux qui sont des élus communaux ou intercommunaux, qu'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une stratégie foncière et immobilière globale, cohérente et intégrée. Il y a souvent une morcellisation, un morcellement des informations, il y a un niveau d'intervention et de strates d'intervention qui est extrêmement complexe, etc. À travers ce type de convention, on arrive à faire travailler en synergie les différents outils au service de la vision portée par les élus. Donc dans ce cadre-là, il y avait la volonté de l'intercommunalité du Cielo-Vuprunelli d'avoir un document d'urbanisme en construction qui soit pensé à l'échelle du territoire, une vision de l'aménagement qui soit cohérente avec aussi des choix politiques visant par exemple à mettre en valeur les espaces agricoles, etc. Et c'est dans ce cadre-là que cette convention permet au début de la chaîne de décision, eh bien, sur la demande des communes au sein de l'intercommunalité, de reconstituer les titres de propriété sur des parcelles qui peuvent avoir un intérêt
notamment au service, par exemple, de la stratégie de développement agricole, reconstituer les titres. Ensuite, l'office foncier activé par la commune peut éventuellement aider à porter des opérations d'acquisition. Et puis enfin, bien sûr, dans le cadre de documents d'urbanisme, communal ou intercommunal, on peut ensuite mettre une politique foncière et immobilière globale en œuvre en construisant une cohérence et un équilibre territorial. Donc, à partir de cet exemple, on s'est dit qu'il serait très intéressant que la collectivité de Corse puisse travailler en partenariat avec le GIRTEC, puisque, comme vous le savez, nous sommes un propriétaire foncier important en Corse, avec dans ce patrimoine foncier un nombre conséquent de biens et de parcelles dont l'origine de propriété reste à ce jour indéterminée. Alors, à partir de ce constat, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant, au service de la stratégie foncière et immobilière globale de la collectivité de Corse, de pouvoir construire un partenariat avec le GIRTEC. La méthode, elle a consisté en des échanges suivis à partir d'une première journée de travail le 9 février 2026 en présentiel, qui a associé les directions générales adjointes, le GIRTEC, mais également, c'est important, l'ensemble des agences et offices de la collectivité de Corse, d'abord pour que chacun apprenne à se connaître dans son organisation, dans ses compétences, et puis ensuite essayer, comme je l'ai dit, d'assurer l'articulation nécessaire entre les différents intervenants. À la suite de cette journée, un cycle de réunions tripartites a été organisé en mars, avril et mai entre le GIRTEC et les services de la collectivité de Corse, mais également les agences et offices, ont notamment été rencontrés, je le rappelle pour mémoire, l'AUE, l'ODARC, l'OFC, l'Office de l'environnement, la DGA Aménagement et Développement des territoires, la DGA Interconnexion Transport, la direction du domaine, et notamment achats, moyens immobiliers, ainsi bien sûr que la mission de délégation, planification stratégique et aux transitions. Ce cycle de réunion a donné lieu à la rédaction de comptes rendus détaillés qui sont fournis en annexe du rapport. Et à partir de ce diagnostic co-construit, eh bien, nous avons travaillé à l'élaboration d'une convention cadre qui est l'objet du rapport d'aujourd'hui, avec les objectifs suivants. Bien sûr, contribuer à améliorer la connaissance du patrimoine de la collectivité de Corse, de ses offices et agences, patrimoine foncier, donc sa gestion, assurer un socle foncier immobilier permettant de sécuriser nos politiques publiques et contribuer, y compris à travers le rôle de locomotive de la collectivité de Corse et les relations qu'elle peut avoir avec les communes et intercommunalités, à contribuer à impulser une dynamique générale au niveau des collectivités locales de résorption progressive du désordre foncier et concomitamment d'élaboration d'une stratégie foncière renforcée. Donc voilà l'objectif de cette convention. Un dernier mot pour dire dans cette seconde partie qu'elle sera mise en œuvre dans le cadre d'une période expérimentale de 18 mois, que nous avons tenu à intégrer les objectifs d'évaluation que nous avons décidé d'ériger en règle de fonctionnement et que donc chaque année il y aura un rapport d'évaluation établi par le GIRTEC avec l'appui de la collectivité de Corse. Ce rapport annuel et de ses services ainsi que des agences et offices, ce rapport annuel permettant d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif des interventions réalisées, permettant d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées et, le cas échéant, de réajuster tel ou tel article de la Convention. L'objectif est donc aujourd'hui de mieux maîtriser et sécuriser notre patrimoine foncier et de participer en tant qu'institution majeure du paysage institutionnel corse à une dynamique d'ensemble de résorption du désordre foncier, étant précisé, et je termine, que pour nous, sortir du désordre foncier, c'est un enjeu qui reste majeur, mais sortir du désordre foncier, et j'y insiste, sans avoir mis en place les dispositifs législatifs et réglementaires
qui permettent de lutter contre la spéculation et qui permettent de garantir une transmission intrafamiliale, notamment, en tout cas, de la privilégier chaque fois que possible. Si on sort du désordre foncier sans mettre en place les garde-fous nécessaires, on remet en fait sur le marché des biens immobiliers, fonciers, qui viennent dans un marché qui, au jour d'aujourd'hui, est par définition spéculatif. Donc il faut, oui, à la fois sortir du désordre foncier, mais également aller le plus vite possible vers une convergence de dispositifs fiscaux notamment, qui nous permettront de réguler le marché et d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Je termine en disant qu'il y aura une réflexion à mener dans les semaines, dans les mois à venir, sur l'évolution du GIRTEC. Est-ce que, par exemple, dans le cas du statut d'autonomie, on restera sous la forme actuelle? Est-ce que cette forme a vocation à évoluer tout en préservant les principes fondateurs de la création du GIRTEC et bien sûr la question de son indépendance par rapport à telle ou telle institution, la question de son financement et aussi une question que je ne veux pas passer sous les silences, qu'on oublie souvent, la question de la propriété de la base des données du GIRTEC. Moi, je considère que la base de données exceptionnelle qu'a constituée aujourd'hui le GIRTEC fait partie de ce qu'on a qualifié, notamment dans les travaux préparatoires du PADUC, des biens communs, et que ce bien commun doit être la propriété de la collectivité de Corse, qui est l'institution garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse. C'est ma conviction. Aujourd'hui, ces documents, je vous vois opiner du chef, ma chère collègue, je ne sais pas si c'est pour exprimer votre accord ou votre désaccord, vous me le direz sûrement. Je préfère, en ce qui me concerne, que cette base de données soit la propriété de la collectivité de Corse que celle d'un groupement d'intérêt public qui est aujourd'hui placé sous l'autorité de l'État. Maintenant, ce sont des choix politiques et bien sûr, chacun est libre d'exprimer les siens. Ringraziabi, Presidente. Dunque c'è un avviso di Commissione di Sviluppo Economico. François Sorba, Bistem assente. Allora, la Commission a émis un avis favorable sur ce rapport avec une non-participation du groupe Unsofiuno, de Mme Josefa Giacometti Pireda, de l'absence des groupes Corim Front, Avansem et de Mme Giulia Tiberi. Allora, qual è chi domanda la parola? Marianne Pieri, tocca a voi. Bien, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Chers collègues, avant d'aborder le fond de mon intervention, je souhaite rappeler un certain nombre d'éléments qui me paraissent indispensables à la compréhension de mes propos. Depuis que je siège sur les bancs de cette Assemblée, j'ai souvent parlé de ce groupement. Souvent. J'ai parlé également du groupement dans le cadre des entretiens de Beauvau, de l'intérêt de ce groupement, de son financement. Parce que le GIRTEC a été créé pour répondre à une attente, à une situation exceptionnelle que connaissent les Corses, le désordre foncier et l'absence de titre de propriété. Lorsque s'est posée la question de son avenir, j'ai toujours considéré que la mission du GIRTEC, elle était loin d'être terminée. Parce que le GIRTEC, quand il a été constitué, le 23 juin 2006, dans le cadre de l'article 42, il a été constitué pour une durée de 10 ans. Donc 10 ans, quand on connaît le désordre foncier de l'île, c'était véritablement une gageure. Donc j'ai milité pour qu'il y ait une prorogation de ce délai de 10 ans. Et aujourd'hui, les statuts du GIRTEC ont pérennisé la vie du groupement, ce qui est très important. J'ai soutenu donc cette prorogation, mais j'ai également soutenu son financement. J'ai soutenu également la nécessité de donner les moyens financiers et les moyens techniques au GIRTEC. Pourquoi ? Parce que j'estime que le GIRTEC est devenu un outil essentiel, parce qu'il accompagne les notaires dans le cadre de la reconstitution des titres de propriété,
parce qu'il participe à la sécurisation du droit de propriété, parce qu'il contribue à la résorption du désordre foncier qui, on le sait, est un frein pour le développement économique et l'aménagement de notre territoire. Mais il est également, et c'est très important, le GIRTEC est un lien pour la paix des familles. Donc je veux être claire pour ce que je vais vous dire ensuite. L'intervention que je veux faire, ce n'est pas une intervention contre le GIRTEC, parce que je pense que sur ces bancs, tout le monde sait mes interventions à une époque où j'étais peu entendue et où je me bénis aujourd'hui quand je vous entends, Monsieur le Président, vous louer du GIRTEC. C'est précisément parce que j'ai défendu cette institution que je considère qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler le cadre juridique dans lequel il a été créé et dans lequel il exerce ses missions par le législateur. À cet égard, je vais me permettre quand même de faire une parenthèse. Vous avez parlé, Monsieur le Président, des lois de finances successives, de l'arrêté Miot, qui pour moi, je le dis haut et fort, l'arrêté Miot, c'est la cause de tous les maux des Corses. C'est la cause de tous les maux des Corses. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion dans l'esprit des Corses entre le côté civil d'une succession et le côté fiscal d'une succession. Le côté civil, vous allez chez votre notaire, vous réglez la succession quand il y a un décès. Le côté fiscal, c'est déposer la déclaration de succession. Cette obligation, effectivement, nous l'avions de le faire, mais nous n'avions pas de pénalité, contrairement au continent. Bon, donc vous avez parlé dans votre présentation de la loi de finances. Moi, je vais vous parler quand même d'une loi qu'on passe toujours comme ça, sous les étendoirs, c'est la loi du 6 mars 2017. La loi du 6 mars 2017, dans son intitulé, elle veut tout dire. La résorption du désordre foncier. La résorption du désordre foncier. Cette loi, elle a codifié la procédure de titrement dans son article 1er. Parce qu'au préalable, nous avions une circulaire Badinter. Heureusement que nous l'avions, heureusement. Mais il y avait quand même une fragilité juridique par rapport à cette circulaire. Aujourd'hui, nous pouvons, nous, notaires, faire des créations de titres avec, je dirais, un texte sécure, l'article 1, qui est l'article fondateur de la création du titre de propriété. Et cet article 1 et cette loi, elle a conforté le rôle du GIRTEC. Elle a conforté le rôle du GIRTEC. La loi de 2017, elle a ouvert la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements de saisir le GIRTEC. Au préalable, effectivement, c'était uniquement les particuliers. Et c'est là où je veux en venir. En fait, si vous voulez, le cœur de mon intervention est là. Parce que l'article 42 de la loi du 23 juin 2006, qui est l'article fondateur, aujourd'hui, cet article, malgré que la saisine soit un peu plus importante pour le GIRTEC, la saisine, je parle, pour le GIRTEC, l'article 42, dans le texte d'origine, n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit précisément que les informations qui sont détenues par le GIRTEC, parce que, en fait, si vous voulez, le GIRTEC, c'est le gardien de la mémoire foncière des Corses. C'est le gardien de la mémoire des propriétés des Corses. Cet article 42, il dit précisément que ces informations ne peuvent être communiquées uniquement aux officiers ministériels et publics et uniquement dans l'exercice de leurs fonctions, de leur mission. Je vais vous donner un exemple. Moi, il m'arrive souvent, quand je fais une vente, d'avoir un acte dont l'origine ou dans la parcelle est ancienne. Et je n'arrive pas à avoir la traçabilité de cette parcelle par rapport au cadastre actuel. Eh bien, le GIRTEC aujourd'hui n'a pas à me délivrer de table de correspondance parce que ça ne rentre pas dans la mission du GIRTEC. Le GIRTEC, il est là quand on le saisit, nous notaires, pour une procédure de titrement. Je ne dis pas qu'à titre exceptionnel, on ne délivre pas la table de correspondance. Mais ce n'est pas le rôle du GIRTEC. Donc, aujourd'hui, l'article 42 n'a pas évolué. En effet, pour permettre au GIRTEC d'accomplir sa mission, le législateur lui a donné accès à des informations qui sont très sensibles, qui sont tenues, je dirais presque sous le sceau
sous le sceau des informations relatives aux successions, des informations relatives à l'indivision, aux filiations, aux droits de la famille. Demain, vous avez un enfant qui est incapable. Eh bien, le GIRTEC a connaissance de ce genre d'incapacité, des informations relatives au patrimoine. Autrement dit, ces informations, elles relèvent de l'histoire intime des familles des Corses. Le GIRTEC, c'est en quelque sorte, comme je vous disais, le dépositaire d'une partie de la mémoire foncière de notre île. Mais en contrepartie de ces prérogatives exceptionnelles, le législateur a instauré une obligation de confidentialité de ces documents. C'est l'article 42. Et le principe donc est posé. Et depuis, il n'a pas évolué. Les informations qui sont collectées dans le cadre des missions du GIRTEC demeurent protégées. Et cet article, là, aujourd'hui, à la lecture de votre rapport, je n'ai pas le sentiment que vous avez pris la mesure de ce qu'il dit. La question n'est pas de savoir si la collectivité peut saisir le GIRTEC. Bien évidemment que la collectivité peut saisir le GIRTEC, c'est la loi qui le dit. Mais la véritable interrogation, porte sur les conditions de communication des informations détenues par le GIRTEC. Quels documents peuvent être transmis? Dans quelles limites? Il me semble que l'article 42 de la loi du 23 juin 2006 donc, demeure inchangé. Et il me semble indispensable qu'une interprétation, et il faut peut-être aller vers le législateur pour que, si vous voulez élargir, comme vous le souhaitez dans le cadre de votre convention, cette communication de documents que détient le GIRTEC. Parce que la force du GIRTEC, elle repose autant sur les pouvoirs que lui confère la loi que sur les garanties qu'elle impose. Le GIRTEC, c'est un tiers de confiance. La confiance des Corses dans cet outil repose sur le respect scrupuleux du cadre dans lequel le législateur l'a créé. Donc, en définitive, si vous voulez, le GIRTEC, ce n'est pas seulement un outil technique au service du titrement. Il est le garant du secret des familles attachées au foncier. Et cette exigence, elle est dans l'article 42. Et cet article 42 de la loi du 23 juin 2006 n'a pas bougé. Donc, dans ces conditions, la convention qu'aujourd'hui de partenariat que vous nous proposez entre la collectivité de Corse et le GIRTEC, qui va être déclinée, d'après ce que je crois comprendre, en convention fille, ne me paraît pas envisageable dans le cadre de la loi de 2006. Parce qu'elle paraît, si vous voulez, en fait, cette loi, enfin, ce que vous souhaitez faire me paraît contraire à l'éthique de cette loi du 23 juin et aux dispositions de l'article 42. Je vous remercie. D'altre intervenzioni? Romain Colonne. Merci, Madame la Présidente. Simplement, au nom du groupe, pour un propos peut-être un petit peu moins technique que le précédent, pour saluer chaleureusement la présence de Maître Spadoni. Par les nécessités des élections passées, il ne siège pas dans cet hémicycle, mais permettez-moi de rappeler quelques propos qu'il a tenus devant la commission, notamment des compétences législatives. Cher maître, permettez-moi, c'était en 2023, et ces propos-là, je voudrais les rappeler à l'ensemble de cet hémicycle, tant ils sont politiquement instructifs. Maître Spadone, lorsque nous l'avions auditionné, nous avait dit, loin de toute considération partisane et politique, en sa qualité du président du GIRTEC et de l'Ordre des notaires pendant plusieurs décennies, nous avait dit et nous avait invité à méditer sur le fait que la transmission du patrimoine était la mère de toutes les luttes, notamment avec la défense de la langue et de l'identité. Donc deux sujets qui peuvent paraître bien éloignés, mais qui aujourd'hui, grâce à cette convention, en tout cas, notre discussion, me permettent de rappeler ces propos qui sont, cher maître, extrêmement instructifs.
Si nous perdons notre patrimoine, nous perdons l'essence même de ce qui fait notre peuple. Et si nous perdons notre langue et notre identité, nous perdons ce qui fait l'essence même de notre peuple. Et les propos de Maître Spadone, j'ouvre les guillemets, étaient allés jusqu'à dire qu'il fallait absolument lutter contre une colonisation de peuplement qui se fait grâce à l'outil fiscal. Rappeler aussi que la création du GIRTEC, ça a été dit par les différentes interventions et notamment par le président Simeoni, s'inscrivait aussi dans un contexte extrêmement politique qui est celui du processus de Matignon et que cette structure-là avait émergé à la suite du processus de Matignon. Rappeler aussi qu'il n'était pas possible pour le GIRTEC ou pour quelconque autre structure de régler en quelques mois ou en quelques années un problème qui perdurait depuis plus de 200 ans. Je voulais le rappeler aussi, ça me semble important. Dire aussi, là je prends ma casquette de président de la CITEC, nous sommes heureux, et ça répond peut-être en partie, mais que tout le travail du GIRTEC puisse être hébergé en Corse, sécurisé dans un cloud de proximité, et qu'on puisse peut-être demain, à travers cet outil technique, disposer de toutes les données liées au GIRTEC de manière parfaitement sécurisée. Donc voilà ce que je tenais à dire, et dire que nous, côté collectivité, enfin pour le groupe en tout cas, nous sommes heureux que la collectivité, ses agences et offices puissent travailler de manière tout à fait étroite et conforter les missions du GIRTEC, et que ça devienne vraiment un outil d'accompagnement pour les missions publiques qui sont les nôtres. Encore une fois, vous remercier, et cher maître, vous et toutes les personnes qui vous ont et vous accompagnent, vous remercier pour toute l'énergie que vous avez déployée au cours de ces années pour tenter de régler un problème qui ronge la Corse et qui, je l'espère, retrouvera des issues positives dans les années à venir, notamment à l'issue du processus politique et de l'évolution statutaire que nous sommes en train de négocier. Merci. Jean-Christophe Angelini. Merci Madame la Présidente. Bon, je crois que le débat, et c'est bien normal, il déborde le cadre fixé par les termes du rapport. Dire qu'il est attendu depuis un long moment. Romain Colonne en a, dirons-nous, dit un mot, au sens où il est envisagé depuis quelques mois, au moins déjà, d'aborder ce sujet-là dans notre Assemblée. Il était donc temps, par le prisme que vous nous proposez, que l'on puisse ouvrir ces discussions dans l'hémicycle. Saluer amicalement Alain Spadone, dont Gilles Simeoni, conseiller exécutif, a rappelé le rôle dans notre histoire partagée. On en parle aujourd'hui sans emphasme, sans lyrisme, en des termes apaisés, presque inédits au regard de notre histoire contemporaine, mais j'ai le souvenir assez précis de colloques organisés avec le regretté Edmond et de tant d'autres moments où les choses étaient posées en des termes autrement plus difficiles. J'épargnerai à nos députés et à ceux qui, fort nombreux ici, les soutiennent, les séquences liées à Charles-Amédée de Courson. Elles appartiennent à l'histoire, au sens où l'arrêté Milhaud et tout ce qu'il convoquait donnait lieu à des polémiques et même à des décisions qui ne sont pas sans écho avec les débats du jour. Donc une mémoire longue, un engagement fort, la création du GIRTEC et le rôle joué par un certain nombre de femmes, d'hommes, dans ce qu'on pourrait qualifier d'épopée. 2, pour aller vite, nous avons lu et examiné ce rapport, Président, non pas de désaccord, mais un décalage. Bien sûr que l'indivision telle que nous la subissons devait
dans la perspective d'une évolution, générer des conséquences assez dramatiques, au sens rappelé par Romain Colonne à l'instant même, par Alain Spadogne, par Annette et pas tant d'autres, en des termes qui peuvent diverger, mais qui quand même présentent de fortes similitudes. Néanmoins, et nous en sommes tous d'accord, parallèlement au débat de fond qu'il convient de tenir sur, dirons-nous, les mesures à mettre en œuvre, nous disons aussi que la situation actuelle présente de très nombreux désagréments. J'ai eu l'occasion, en ma qualité de maire de Porto Vecchio, de participer à un colloque des plus instructifs sur le sujet, qui s'est tenu à l'initiative de la Chambre des notaires, de sa présidente Bernadette Cesare, en présence d'Alain Spadogne et de tant d'autres, et ce fut l'occasion de parler effectivement de ce pays dont quantité de biens aujourd'hui connaissent les difficultés que nous savons. Alors, pour aller à l'essentiel et ne pas être trop long, le rapport que vous proposez, il suscite, à tort peut-être, mais je devais à l'honnêteté de les rappeler, une ou deux interrogations pour notre groupe. La première, nous sommes depuis un moment déjà dans l'attente de ce qu'on pourrait appeler un véritable pôle foncier. J'ai souvent eu l'occasion de le dire avec mes collègues et amis, et je crois, Président, qu'on est plutôt en accord. Nous avons un office foncier que vous connaissez bien, et pour cause, nous avons un certain nombre d'outils qui dépendent tantôt de la collectivité, tantôt de l'État, au sens large, mais nous n'avons pas de stratégie foncière coordonnée. Alors, je ne vais pas, après le débat qu'on a pu avoir, renvoyer aux discussions sur l'autonomie, mais néanmoins rappeler que la convention que vous nous proposez entre la collectivité et le GRTEC aurait vocation à s'inscrire dans un écosystème plus large qui considère la question foncière et toutes les questions qui en dépendent dans une perspective globale. Ce que vous proposez nous semble vertueux, mais nous continuons de dire qu'il faut vraisemblablement l'inscrire dans un cadre plus général. Deuxièmement, mais peut-être est-ce une analyse un peu excessive, n'y a-t-il pas de risque que la collectivité, au sens de la convention que vous nous proposez de signer, vienne, non pas en contradiction, mais en atténuation du principe de libre administration des collectivités locales, au sens où des communes pourraient poser des choix qui, par ailleurs, mais vous l'avez compris, c'est davantage une demande de garantie qu'une interrogation violente, qui par ailleurs donc pourrait être mise en cause. Donc il y a de ce point de vue-là une interrogation. Bon. Terminer en disant que je ne vois pas, sans être aussi fin juriste qu'Annette ou d'autres, de contradiction a priori entre le fait d'être dépositaire d'une mémoire qui, par certains aspects, confine à l'intime, et le fait de porter atteinte à un certain nombre d'autres libertés ou garanties. Et terminer donc en disant que pour notre part, lisant littéralement les termes techniques tels que vous les proposez, on serait assez enclin à soutenir et à participer à l'élan ici proposé, mais avec donc ces deux interrogations qui relèvent tantôt de la forme, tantôt du fond, et dont nous voudrions qu'elles soient totalement éclairées pour valider plus volontiers encore le cheminement que vous nous proposez. En toute hypothèse, on sait que c'est encore un long chemin, que voter ce rapport ne signifie pas la fin des maux que nous subissons depuis des décennies, pour ne pas dire davantage, mais qu'une option nouvelle s'offre désormais à nous et qu'il appartient, après en avoir débattu à cette Assemblée, de l'arrêter. En tous les cas, c'est le vœu que nous voulons former et le vote que nous allons exprimer en cette fin de session. Je vous remercie.
Più nessuno vuole intervenire? Allora, Presidente, vi do la parola. Vi ringrazio, dunque qualche parola per cercare a rispondere et di nous chercher à dissiper les interrogations et sans doute les craintes. Remercier Romain Colonne pour le soutien manifesté, répondre d'abord à Jean-Christophe Angelini, peut-être pour là aussi être plus clair que je ne l'ai été dans ma présentation. Donc sur la perspective d'un pôle foncier, c'est quelque chose dont nous avons les uns et les autres souvent parlé. Je pense que nous avons intérêt, effectivement, je parle de l'institution collectivité de Corse, à essayer de construire une cohérence d'ensemble, dans le respect, bien sûr, je dirais, des entités juridiques qui ont vocation à contribuer à ce pôle, à droit constant, c'est-à-dire à structure constante, sans préjuger de ce que pourraient être des évolutions qui, à mon avis, pourraient intervenir dans leur mise en œuvre qu'à partir de la prochaine mandature, à pas entre aujourd'hui et 2028, remettre sur le tapis la réflexion sur le périmètre des agences et offices, etc. etc. Mais je pense que c'est un débat qui sans doute occupera l'Assemblée de Corse dans les mois à venir et peut-être dans les années. On a commencé ce travail, je dirais, de mise en synergie, notamment à travers la réorganisation de l'organigramme et la délégation générale, donc la planification stratégique. Je rappelle par exemple, c'est un exemple anecdotique, mais qu'aujourd'hui, pour bien montrer que c'est au niveau de la collectivité de Corse que se pense et se construit la stratégie foncière et immobilière, ce sont les services de la collectivité de Corse qui instruisent à titre principal les dossiers liés aux documents d'urbanisme et qui produisent l'avis de personnes publiques associées. Avant, c'était l'AUE, dont on connaît l'expertise en la matière. Aujourd'hui, c'est déplacé vers la collectivité de Corse et ses services qui s'appuient sur l'expertise de l'AUE chaque fois que nécessaire, mais qui produisent un avis qui est le reflet aussi, adapté aux documents d'urbanisme considérés, d'une doctrine foncière et immobilière d'ensemble. C'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est effectivement le travail en synergie de l'ensemble des organismes, par exemple les agences et offices concernés, qui est de plus en plus systématisé. Donc on va vers cette cohérence et cette émergence formelle ou informelle d'un pôle foncier immobilier. Deuxième question, et là je suis très clair, et j'espère que ça permettra de vous rassurer définitivement, il ne peut pas y avoir de tutelle directe, indirecte sur les choix des autres collectivités. L'objet exclusif, en tout cas l'objet principal de la Convention, c'est de permettre à la collectivité de Corse de poser des diagnostics et d'avoir une identification de son patrimoine immobilier à elle. Et chaque fois que cette identification va conduire à une réflexion sur un projet d'aménagement, par exemple, qui pourrait être mis en œuvre, dès lors qu'il concerne d'autres collectivités, la documentation sera versée au débat et on reviendra dans le cadre normal de la concertation et de l'articulation entre les différents niveaux de collectivité. Le seul élément qui peut concerner les autres collectivités que la collectivité de Corse, c'est la dynamique de formation et d'information, puisqu'il est prévu dans la Convention, en gros, qu'au plan interne de la collectivité de Corse, les agents sont formés aux problématiques, formés par le GIRTEC, aux problématiques abordées par le GIRTEC. Même chose pour les agences et offices. Et ce qu'on a prévu de faire, on l'a prévu, mais rien ne dit qu'on aura le temps de le faire, en tout cas de façon très significative, c'est par exemple d'aller sur les territoires, à partir de l'exemple de la collectivité, d'inciter les communes en disant voilà ce qu'on peut faire avec le GIRTEC, si vous souhaitez le faire, pour celles et ceux qui ne le font pas, ou pour, par exemple, présenter notre convention et dire ce que pourraient être les avantages qu'on en retire. Mais la commune ou l'intercommunalité conserve toute latitude pour faire, ne pas faire, en fonction de ses choix et de ses compétences qui sont strictement réservées. Donc ça, c'est pour répondre à Jean-Christophe Angelini. Pour répondre à Nanette Pierre, alors franchement, je pense qu'il y a eu un malentendu, je comprends mieux
peut-être les hochements de tête. Je rappelle, l'article 3, c'est le GIRTEC première mouture, ce sont les personnes privées, via leur notaire. L'article 4, c'est l'extension du périmètre d'intervention qui, en 2017, prévoit que le GIRTEC peut intervenir au service des personnes et établissements publics. Cet article 4, il est mis en œuvre, et la loi le précise, dans le respect de la loi du 23 juin 2006 et de la loi de 1978 relative au traitement des données à caractère personnel. Donc, il y a la garantie de la loi que toutes les données sont traitées par le GIRTEC en interne en respectant la confidentialité et en externe, bien évidemment, en la respectant tout autant. Donc notre convention s'inscrit dans le respect strict et évident de cette garantie de confidentialité qui est prévue par la loi. J'en veux pour preuve que, bien sûr, la présidente du GIRTEC a contribué à la convention, que le projet de convention a été présenté au conseil d'administration, qu'il a été débattu et qu'il a été voté à l'unanimité. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Lorsque je parlais d'un principe, c'est un principe politique. Je me suis mal exprimé, je vais compléter mon propos peut-être pour dissiper les ambiguïtés. Moi, je ne souhaite pas que la collectivité de Corse devienne propriétaire directement et accès à des informations, y compris des informations qui sont confidentielles. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on aura vocation, peut-être dans un temps qui n'est pas un temps immédiat, par exemple dans le cas d'un statut d'autonomie, on aura un groupement d'intérêt public dont la composition, par exemple, pourrait être différente, y compris peut-être pas dans les membres, mais en tout cas la répartition, etc., de ce qu'elle est actuellement. Je n'ai rien dit d'autre, rien de plus et rien de moins, mais j'espère que ces questions-là, enfin ces réponses-là auront contribué à dissiper vos interrogations et vos craintes, et je crois qu'on peut aller vers la signature et la mise en œuvre de cette convention de façon tout à fait confiante, parce qu'elle est une plus-value pour l'identification par la collectivité de Corse de son patrimoine immobilier. Vi ringrazio, Gio Presidente. Allora, avem abbassato voto. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a pro, all'unanimità, no, a maggiorità. Vi ringrazio. Unanimità di udenti. All'unanimità di udenti. Allora, ci ferma un cartolare di nominazione di un eboghi di eletti a nanta organismi. Allora, ditemi appena. Il faut que tu lises ça, parce qu'en remplacement de Rodrigue, c'est toujours D'accord, tout il faut le confirmer, oui, toutes ceux qui sont là. Allora, Bagliada i nomi e infine, Baglialeghe, per piacere un minuto, i nomi che rimpiazzano un pochi deletti che hanno cambiato, che non sono più qui o che non vogliono più essere in altri organismi, e a Mabuda confermazione. Dunque, per piacere, all'Agenzia di l'Urbanismo, dunque Hervé Baldrighi sta a Commissione di Imposti di Diritti e di Edasse Custicera Joseph Savelli, un bouge-amica, allora qual è chi bouge qui? Custi, un cenimo chi bouge. Non, mais il faut le reconfirmer parce que le mandat était interrompu pendant le... D'accord. Chaque fois, il faut dire... Allora, au Consiglio di Isidi, Jacinthe Vanni e Paul Casanova Nigolai, au Consiglio di Isidi di Agorsica Formazione e Patrimonio, Paola Mosca, rimpiazzata da... No, c'est sempre Paola Mosca, au Consiglio di Isidi, Paul Giocai-Tuccoli e Charlotte Terrighi, au Consiglio di Isidi, Formazione Faune Sauvage Captive, Jean-Martin Mondoloni. Dopo, e basta, non c'è che quello. Allora, ditemi, è mauda a confermazione di Salist.
Allora, ce n'è d'altri, ci sono i suppleanti, non che gli stessi. Gli stessi. D'accordo. C'è ancora una cosa da dire. Allora, dopo, il comitato di pilotaggio di convenzione di attribuzione di sovvenzione a USIS, Cismonte, Paola Mosca. Dopo, i suppleanti. Allora, il Consiglio di ISI per formazione detta di Anadur, i paesaggi ISI, François Sorba, Georges Mela. Al Consiglio di ISI di Diagorsica, formazione patrimonio e architettura, Don Giorgioni. Al Consiglio di ISI di formazione unità turistica e nuove, Evelyn Galoni di Istria e Cristol Combet. Al Consiglio di ISI di ha detto Christelle Combet? No, ha detto Christelle, mi va. Al Consiglio di ISI di Agorsica formazione Faune Sauvage, Chantal Pegnelli. Ecco, allora, Emauda a confermazione, se tutto il mondo è d'accordo sul listino, Emauda a confermazione. Quale che contro? Non partecipazione, astensione, a favore, tutto il mondo è d'accordo dans sa liste, vi ringrazio. Décision en urgence, il faut compléter, le préfet demande. Dopo ci sono le istanze relative ai enti di UIAIO. Allora, una coordinazione regionale ci vogliono, cioè designare due membri una commissione dipartimentale. Pumonte c'è Evelyn Galoni d'Istria e Santa Duval, Cismonte, Jacinto-Vanni e Jean-Martin Mondoloni. Dopo c'erano due suppleanti. Non, c'est pas des suppléants, c'est deux nouveaux titulaires, mais prima c'è uno tra i due e un altro. Allora, dunque, tra Evelyn Galoni d'Istria, Peubumonte e Santa Duval, qual è chi vuole essere, cioè sceglierne uno tra i due? Qual è chi vuole andare? A commissione regionale per gli enti di UIAIO. Tra Evelyn e... Allez, qual è chi vuole andare? Santa, ci vuole andare? No, questi culade, è una regionale qui, sicuro. Allez, Santa Duval. Tra Nugismonte, per piacere, Nugismonte, tra Jacinto-Vanni e Jean-Martin Mondoloni, si obbligata ad andare a Ginto, che Jean-Martin non c'è mica. Bon, vabbè. Dopo, due membri suppleanti. Supplementari, d'accordo. Allora, Agostino Nubumonte, c'era già Chantal Duval, Evelyn Galoni, e c'è la Giustane e torna due. Non, gli torna un'altra commissione, si chiama, non c'è un mica legge? Oui, c'est commission départementale. Bon, un'altra commissione. Allora, qual è chi vuole andare? C'è già Evelyn Galoni e Santa Duval, sono dappertutto. Nanzi eravamo un'altra commissione regionale, questi di una commissione dipartimentale. Allora, due. Mica due per il gruppo va no, tutto il mondo può andare. E di per il Pumonte? Per il Pumonte. Pumonte. No, François Sorba per il Pumonte. Allora, François Sorba, contento di andarci, e poi, qual è chi vuole andare torna? Georges Mela.
Aio, aio. Dopo si dà in 4, puoi girare. E uso chi... Sono sicuro che Marie-Claude Bolanda. Marie-Claude, beh, io ti dico io. Aio, torna una. Allez, Paul Casanova, vi ringrazio, Paul. Dopo, Nugismonte, Ia Santevani, Jean-Martin Mondolone, ci siede già, e c'ho la giusta, per piacere, 2 nomi. Allora, 2 nomi d'orna. Monsieur Gianecchini. Ecco, poi lui Gianecchini. Allez, torna una persona. Ci siamo. Marianne, Pieri, vi ringrazio. C'ho la Buddha? Allora, Budemo è liste che le persone che abbiamo dato nelle commissioni mentuate. Voto contro, non partecipazione, astensione, appro all'unanimità. Così abbiamo finito. E poi? Prendra du bureau de la Commission des Finances renouvelée, président. Allora, abbiamo avviato la Commissione di Finanze il rinnovamento, dunque il Presidente Louis Pozzo di Borgo, il Vicepresidente Giuliette Ponzevera, il rapportatore Joseph Savelli. Dunque, abbiamo avuto per il rinnovamento. Tutto il mondo, allora, contro, non partecipazione, astensione, appro, tutto il mondo è d'accordo, vi ringrazio e mi compio. Allora, abbiamo finito la nostra séance, buona domenicata. Marité, scusate. Excusez-moi, je sais que ça ne dépend pas de notre Assemblée, mais est-ce que vous pourriez transmettre à l'exécutif que la commune de Calvi attend, alors attendez, une réponse pour la désignation du conseil portuaire du port de Plaisance. Voilà. Merci. Obrigada a tutti, a beijo.